Baba, merci d'être là les chéris, très nombreux encore hier soir, hein, plus de 2 millions encore à nous regarder. TPMP était le premier talk de France, hein, bien sûr, sur l'ensemble du public, voilà. Regardez sur l'ensemble des 3 parties. Merci à vous, merci. Merci les chéris, merci. Merci à tous, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il a ramené lui? C'est pour vous, Cyril. Non, vous en parlez tout le temps, donc j'ai décidé de vous en offrir un pour que vous l'ayez chez vous. C'est un wok. Ah, merci, oh, ça me fait plaisir. Je vous embrasse. Je vous en prie. Merci Thomas. J'adore. C'est beau ça, regardez. Et ça peut servir de... Oui, j'aime bien. Ah, attendez, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Comme pour les verres. Ah, c'est ce que c'est? Yes. Il y arrive. C'est la wok fashion. Yeah. Attention, on va faire un jeu. Ça casse pas par terre? Non, ça casse pas. Ah bon? Tout doit disparaître. Trop liquide. Ouais! Attention. Non, alors. Attention, non. Qui veut essayer? Quelqu'un d'autre peut le faire? Qui veut essayer? Qui veut essayer? Allez-y. Regardez, il y a le géant vert. Merci. Géant vert. Oh. Merci. Doucement. Je le sens pas. Oh, je le sens pas, lui. Doucement. Pas de hauteur, je le pas de sens. hauteur. Oh, oui! Bravo! Allez-y. C'est dur, la main gauche. Ouais, main gauche. 4 ans aussi. Ouais. Ouais, il a travaillé 4 ans aussi. Ça va être réglé. Ouais, vous avez fait l'animation de la journée. Hein. Bravo. J'essaie de justifier mon salaire. Oh, non. Je vais monter. Allez, merci. Merci, les chéris. Alors, je le dis tout de suite, comme ça, moi, ce sera fait. C'est gagné. J'avais dit un truc. J'avais dit à l'époque, si le maillon faible marche, je prends les glaouis et je les accroche au plafond. Eh bien, le maillon faible a marché. Et en plus, j'avais changé d'avis, là, parce que j'avais vu j'avais vu le buzz. Tout ça. J'avais changé d'avis, mais quand même. Eh bien, écoutez, est-ce que le maillon faible a gagné? Voilà, merci. Voilà. Merci. Voilà, merci. Merci, le maillon faible a marché. Ça, c'est dur. Ça, c'est plus dur. Ça, c'est dur. Ah, ouais, ça, c'est dur. De rattraper, c'est pas... Ouais, j'ai fait des crêpes toute ma vie. Hein. Merci en tout cas. Vous avez fait vraiment l'animation, Thomas. Merci, Thomas Guénolé. Tenez, je vous offrirai ce petit cadeau à la fin. Merci. C'est pour moi, c'est cadeau. Je lèche pas, hein, je préfère. Non, mais vous emmerdez pas avec ça. Comment ça va? Vous avez fait une nouvelle coiffure, hein, Polska? Oui, vous avez. Je crois que c'était ça va? Oui. Alors, mais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je vous ai vu. Vous avez des cheveux hyper raides. Et là, vous avez des cheveux comme un peu de la gaufre. Oui, c'est ça. Parce qu'on appelle un boucleur, quoi. Ce qu'on appelle du cheveu gaufré. Mais Non, c'est vrai, c'est pas mal. Et vous avez mis un collier en perle? Oui. Bah, vous avez pris Changer de 40 look. ans en 2 heures, en fait. Hein. Et ça vous va extrêmement bien. Oui. C'est très beau. Là, Ça c'est vous- classique et en bas, c'est pétasse. Ah, d'accord. Bon, on va regarder que le classique. Merci. Si ça ne vous dérange point. Bien entendu, Jean-Michel, très beau, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien aussi. Excusez-moi, doucement. Hein, le gars a hurlé. Je dis que le gars, oui, j'aime bien aussi, ouais. Là, c'est concert de Johnny, là. C'est un truc de fou, le gars. Ça va, tranquille. bien. Vous êtes beau comme ça. Hein. Oui. Là, célibataire. Comment? Célibataire? Pourquoi vous demandez? Ah, parce que je trouve que vous faites beaucoup plus attention à vous Ouais, c'est vrai. depuis quelques temps. Et généralement, quand on fait attention à soi, c'est qu'on est célibataire. Ouh là là. Tu réponds à Alors, Peut-être. Ah, peut-être. quoi? Peut-être. Ah, merde. Bah, arrête. Alors, Bah, c'est compliqué. Un couple, c'est toujours compliqué. Ah. Voilà. C'est Il y a une des hauts période- des bas. Moi, je suis le spécialiste des vagues, des yo-yo, etc. Donc, en ce moment, it's complicated. Aïe. merci Thomas, je regarde. Thomas, ça va? Moi, ça va, ouais. Merci. Toujours marié? Oui, toujours. Parce que généralement, les gens qui viennent dans cette émission, Ouais, c'est vrai. Surtout les mecs, il paraît. vous savez, c'est comme les Miss France. Quand elles sont sacrées, elles ont un mec, et puis très vite, on voit qu'elles n'ont plus de mec. Et bien ici, c'est pareil. Ah, Pour l'instant, ça tient bien avec votre femme? Ah bah, ça oui, se voit, il est Elle me dégueulasse. tient bien, ouais. Ouais, merci. Oh, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Oh là là. Je comprends pourquoi vous êtes célibataire. Hein. Oui. Ouais, franchement, Gilles Verdez. Ça va? Ça va? Oui, très bien. Vous avez vu, il y a une personne qui travaille au Buffalo Grill. Là. Ça va, vous? Ah oui, toujours marié, il court plus assez Vous avez un vite. badge? Non, c'est un truc qu'on m'avait offert, donc je le porte tout le temps. Ah ouais? C'est des ennemis?
Non, mais sérieux, on dirait un Babybel. Non, mais franchement. Ben, ça en est pas loin. Merci, très bien. Merci, ça va vous? Moi, j'ai très chaud. Lui, parce il est très en forme. Il J'ai est très chaud parce qu'on a commencé à rigoler dans votre loge. Je suis descendu avec Valérie, j'ai fait une erreur. Quoi? J'ai rigolé tout le parcours parce qu'on a commencé les vannes dans votre loge. Oui, c'est et vrai. Valérie a fini dans tout le couloir. Et là, j'ai très chaud, très chaud. Ouais. J'ai jamais rigolé autant en venant à l'émission comme ça. Ah ouais, c'est vrai? Et j'ai chaud de fou, je repense au... C'est quoi le thème? Ça va? C'était quoi le thème? Non, le thème. Ah, ok. Non, mais c'est Bah, y quoi, a à pas peu de près? Le thème, c'est quoi? Il y a Rick franche et rigolade. Familial ou pas? On peut en parler? Non, c'est pas familial du tout. C'était. C'est la Valérie que je connaissais pas. Alors, c'est Elle travaille beaucoup, Valérie. Elle travaille beaucoup. Ah, ouais. Ah, il faut qu'elle se repose un peu, je pense. C'est vrai. Elle envoie des vannes là, il n'y a plus de filtre. Reposez-vous, Valérie. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Ouais. Ça va vous êtes là demain? Oui. Parce que demain, on est en direct, hein, les gars. Et après, c'est les vacances de la Toussaint. On est là quand même. Hein. Alors, je dis, petite précision. La semaine prochaine, je serai là dès 18h30 en direct. Parce que Pascal Datour Dupin va partir un petit peu en vacances avec nos amis Yann Moix et Eric Nolot. Donc, je serai là dès 18h30. Plus tôt. D'accord? Dès 18h30. C'est pas pour ça que je gagne plus d'argent. Sachez-le, et c'est pas pour ça que vous serez plus payé. Voilà, merci. Nous, on vient à 18h30 aussi. Oui, exactement. Ah, d'accord. Ah oui, je vais pas être là comme un con seul Morandini le fait. Hein. à raconter mes vacances. Ouais, c'est vrai que Jean-Marc l'a très bien fait, mais moi, je vais pas le faire tous les jours. Donc voilà, qui sera là? Bah, c'est Tout le monde. c'est vous Merci. qui- c'est vous qui Merci. Si on est combien? Et vous, comment allez-vous? On est Al, hein? Ça va, vous avez de l'électricité en ce moment chez vous? Ça vous plaît pas? Parce qu'on a l'impression que vous habillez dans le noir. Non mais franchement. J'étais avec quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui? Tefa, le Je DJ. l'adore, Tefa, J'étais bien avec lui. entendu. Je suis un peu dans le rap game, vous savez. J'adore Tefa, il J'étais avec était lui. derrière moi. Ah oui, c'était Ouais. mon DJ avant. Ah bien sûr. Voilà. Et Il me après, kiffe. c'est transformé en Kelly. Ok, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, Kelly a pris la place de Tefa. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, parce que comme physiquement ils se ressemblaient beaucoup, je veux pas trop déstabiliser les gens. Et c'est vrai que voilà, ça s'est très bien passé. Les chéris, j'ai une petite info. Je suis tombé sur une étude faite par un économiste sur le salaire minimum que les Français devraient gagner pour vivre avec dignité. Pour un célibataire, 1630 € par mois. Net. Alors c'est net, hein, je crois. Pas dans les C'est- grandes villes. Hein. Voilà, hein. Pas dans une grande ville. Célibataire. Ouais, mais pas dans une grande ville. S'il a 1000 balles de loyer, il aura 600 balles. Pour un couple sans enfant, 2273 € par mois. Couple sans enfant. Chacun Non, non. Non, Un couple. Un couple. Ah, les mecs. Ouais. C'est Pour 1100 une € famille par avec mois. un enfant, 3003 €. Et pour une famille avec 2 enfants, 3744 € par mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Dignité, ça veut dire quoi, dignité? Dignité, Bah, voilà. c'est se loger, se nourrir, avoir de quoi s'habiller, manger, dormir. On se fait pas de kiff. Ah non, non. Oui, On fait pas de kiff. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas des- Juste pour payer les factures. Pour vivre. Non, vivre. Non, non. Il y a pas de Bah, drame, autant quand on parle de richesse, moi je suis pour parler de salaire énorme, autant vivre dignement, ce qu'on appelle dignement, c'est-à-dire avoir accès aux soins, pouvoir se laver, manger, dormir. Je trouve que c'est des chiffres qui sont assez cohérents. Dans les grandes villes, un peu moins, mais moi je trouve ça logique. 1600 € dans une grande ville quand tu es Ça célibataire. va vite, hein. Si tu loues ton appartement, enfin un appartement, On va dire, t'as au moins 700 800 balles, €, ouais, voilà, 800 balles, 700, ouais, 800 800 € balles, de 800 location, balles, ça reste ouais. pas grand-chose pour le. Ah non, mais tu vis. Tu payes ton électricité, tu payes c'est vrai, le ouais, transport, la mais nourriture. c'est pas grand-chose. Ah non, hein. c'est pas grand-chose, hein. Essence, internet, Vivre les fringues, le dignement. coiffeur. C'est très dur. Tu vas 2 fois au Alors, resto, vous, le c'est fini. coiffeur, évitez, hein. C'est pas la peine. Hein. Fais des économies. Non, mais franchement, Moi, ça va, je suis pas je sais, pas non, mais 1005, non. mais Gilles, Non, non, pour moi, avec dignité, ça veut dire que bien sûr, on part pas en vacances n'importe où, mais on peut subvenir à ses besoins et également avoir quelques plaisirs ou quelques réconforts. Donc ça ne suffit pas. Moi, je dirais à Paris ou dans les très grandes villes, au moins 2200 € net par mois pour un célibataire, d'accord. pas 1600. Et en région, peut-être 1900, 2000. Mais en tout cas, les 1600 là, que vous donniez pour un célibataire, pour moi, ça ne permet pas de vivre dignement. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui gagnent ça. Ah oui. Et Non, mais même moi. Diplômé. Oui, mais j'ai pas dit que c'était indigne. Attention, c'est pas le Parce débat. qu'il a dit, C'est il a bien, pas hein. dit. Voilà, les gens font ce qu'ils peuvent, mais bien sûr. je trouve que ce ne sont pas des salaires qui permettent de vivre dignement. Voilà. Ouais, bah oui. Maintenant, Guénolé, l'agriculteur Thomas serait Guénolé. content d'avoir ça. Thomas Guénolé. Il y a un énorme élément à prendre en compte qui est est-ce qu'on raisonne pour une personne célibataire ou pour un couple avec enfants, etc. On est d'accord là-dessus. Donc moi, si je raisonne à l'échelle d'un foyer, parce que c'est ma propre situation, hein, moi c'est un foyer, 2 personnes avec un enfant. Pour moi, ça doit gagner au total 4000 nets pour tenir. Mais là, ils c'est disent énorme. 3000. 4000 ça dépend de ton loyer. Moi, je C'est dis, énorme, on ça. est en petite couronne à Paris avec un prêt immobilier. Ouais, c'est bien de le dire. Ouais. Avec un prêt immobilier, je précise. Donc c'est 1000 € de plus que ce qu'il prévoit. Bah oui, bah ça correspond au prêt immobilier. Ouais, ah, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Si ça suppose, en fait, Oui, mais ton ça veut prêt, dire il est que pour élevé. pouvoir. Ton prêt, il est élevé, Thomas, parce que tu es dans un quartier
qui est coté, mine de rien, donne-moi ton prêt immobilier. Je connais l'immobilier à Montreuil, moi. Je suis dans le Haut-Montreuil, donc je vais pas être plus précis. Parce que Mais ton prêt, il est élevé. Ton prêt, il est quasiment le prix de ce qu'ils ont dit. C'est vrai, t'as raison. Merci. Non, t'as raison. Ah, bravo. Ah, bravo. attention, T'as raison, attendez, c'est vrai, les mecs, non, mais Qu'est-ce c'est que vrai. vous pensez, Tata Barla? Attendez, hein. Tata Barla. Qu'est-ce que vous en pensez, Tata Barla? On dirait ma tante Barla avec son collier. Je te laisse pas faire. Tata Barla, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je pense qu'avec 1600, tu manges des pâtes au beurre, tu manges des coquillettes, mais Quoi? tu vas pas Ah, non. loin, tu te fais pas plaisir, tu vas pas aller au resto. Ouais, au mais bon, c'est cinéma, la vie de tu vas plein pas- de Français. Ah oui, Oui, non, bah, bah, c'est pas c'est normal, ça exactement. devrait Non, mais changer. elle connaît le sujet, je veux dire. Bah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais ça devrait changer, je suis pas d'accord. 1600, c'est pas assez. Ouais, on pensait que ce serait plus, mais bon, après, c'est les études qui ont Oui. été faites. Voilà, moi, je l'ai dit, moi, j'aimerais un revenu minimal pour les Français. Après, tout le monde m'est tombé dessus la dernière fois quand j'ai dit ça. J'ai dit de 2500 à 3000 euros net. Ouais. Ouais, Alors, ça serait tout le monde m'est tombé merveilleux. dessus. Les patrons, ils peuvent pas le Pour un faire. agriculteur, c'est la richesse. Hein. Bah, bien sûr, bah oui, bah bah oui. oui. Bah, bien, C'est- oui, c'est mais, là, oui, mais c'est je pense que 200. moi, je suis pour mettre un revenu minimal. Ouais. En France, vraiment. Je suis pour que En enlevant des voilà, charges. le mec qui travaille, Ouais. il peut pas gagner. Un mec qui travaille toute la journée, il peut pas gagner C'est le moins de SMIC, 2200. Non, moi je suis un fou. Moi je dis voilà de 2200 euros net par mois. Ouais, Ah oui, mais si vous augmentez le SMIC à 2002, Oui, mais vous non. êtes obligé d'augmenter tout Mais ça. pas- oui, mais alors, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut réduire C'est les les charges charges des patronales. charges Ah oui, patronales. c'est ça. Bah, bien sûr. Je vais pas mettre 2200 euros, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut remettre Du coup, il y aura moins de protection faut remettre sociale. l'argent dans les poches des Français. Je suis Du coup, désolé, moi, un mec qui travaille toute la journée, je veux qu'il kiffe. Je suis désolé. Mais si vous Donc, faites pour ça, moi, il y aura moins de je suis- protection sociale, du coup. On est Quoi d'accord. Oui, mais je suis. Ça finance ça, en fait. Oui, bien Non, sûr. pas Oui, que, oui, pas que. pas Clair que, là-dessus. Pas que. Pas que, mais oui, je suis d'accord avec ça. Oui, Du coup, il y aura moins de retraite et moins d'assurance maladie. Non, peut-être pas les moins de retraites, retraite. peut-être Je pas suis- C'est ça que ça finance, les non, non, cotisations non, la sociales. retraite, non, pas la Peut-être retraite. pas les mais- retraites. pas la il y a plein de retraite, trucs à ok. toucher. On touche pas Il y a aux plein de retraites. trucs à L'assurance toucher. maladie, alors Comment on touche Je suis pour la toucher, moi. Oui, un petit Ok. peu. On, Ah oui, on parce que- dérembourse quoi, du coup? Moi, je veux bien, hein, mais... Non, mais je vous le dis, moi je suis pour. Moi, je suis pour faire un calcul. Je Ouais. suis pour que l'argent revienne dans les poches des Français. Et après, moi je préfère un mec Arbitrage. qui gagne. Ah bah oui, moi mais je pense je que les veux savoir Français, ils préféraient cotiser un peu moins Bien sûr. sur la sécurité sociale et avoir l'argent dans Ah leur oui. poche. Ouais. Moi je vous le dis, moi je suis pour vraiment un revenu minimal de 2200 euros net quand tu travailles. Voilà, c'est normal, tu travailles du matin au soir. Dans les Tu grandes peux pas villes, te ouais. retrouver avec 800 balles net, je suis désolé. Sinon, ça sert à rien que tu travailles. Et moins de parce que taxes, moins tu de- vas te dire, bah oui, ça c'est les mecs qui se disent après j'ai plus envie de travailler, tu as 800 balles net. Moi je vois des agriculteurs, ils sont à 500 balles, gagnent 500 balles par mois. C'est pas possible, un agriculteur peut pas gagner 500 balles par mois. Il faut qu'on se débrouille pour qu'il gagne plus. Voilà, mais je te parle après, moi j'ai pas la solution, mais je suis pour ça. Après, Mais là où tu as raison, c'est que mais- sur ton étude, quand tu dis, excuse-moi Guillaume, sur ton Ouais. étude, quand tu parles de 1006, souvent les gens qui touchent 1006, quand tu parles avec eux et tu les as à la radio, à l'antenne, ils te disent je survis. bien Ils sûr. parlent Ah de oui. survie, les gens. Alors oui, bien c'est sûr. dignement Survivre, le mot, mais ils sont comme mais ça. ils te disent je Ils sont comme survis ça, parce que ils sont dès que bien. j'ai fait travailler, que j'ai tout payé, À la gorge. j'arrive à zéro. Donc Mais ces gens-là, je vous explique ce qui se passe avec ces gens-là. Et c'est pour ça il faut aussi. Voilà, moi, c'est quand je vois des gens qui sont aidés et qui ne travaillent pas, je suis désolé, ça m'en fout, qui ne cherchent pas de travail. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui essayent quand même Il y a de des chercher du situations. travail. Mais les mecs qui profitent de la situation, les fraudeurs, les trucs comme ça, ça me rend fou. Je vous dis, le mec qui gagne 1600 euros par mois, il travaille avec sa voiture tombe en panne, c'est fini, hein, ça le met dans le rouge direct. C'est terminé, merci, au revoir, c'est fini. Il peut pas, il vit comme ça. C'est-à-dire que le mec, il se dit, il faut pas qu'il m'arrive un truc. Donc c'est compliqué, merci. Ma mère veut ça, hein, je vais lui ramener. C'est vrai, elle m'a demandé, je vais lui ramener. Vous avez même pour parlé les de gens fraudeur social, tout de suite, le wok a bougé. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Non, et même pour les gens qui ont des salaires un peu plus élevés, à 3, 4, 5, même 6 000. Moi, j'avais un salarié qui gagnait 6 000 euros brut. On se dit, c'est un énorme salaire. Ça coûte 9 000 euros au chef d'entreprise. Donc, tu te dis, c'est un gros salaire. Bien sûr. Il touchait moins, il touchait 3 000 euros et quelques. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Donc, c'est très bien d'avoir 3 500. Mais tu ne peux pas dire, je gagne 6 000 bruts par mois et toucher 3 500 net. Ouais. Donc, en fait, la notion Ça- de salaire n'a plus de. En fait, de le vrai ça part salaire, dans la c'est le protection net sociale, hein. d'impôt. Donc, et Exactement, le c'est SMIC, ça. il est à Il faut 1000, savoir ce qu'il y a dans la 1300, je poche crois. des Français. Et ouais, c'est ça. C'est tout. Moi, Ouais, j'en ai faut savoir ras-le-bol. Pardon, J'en ai ras-le-bol de faut pas savoir ce que ça savoir. paye aussi. Oui, mais attendez. mais- Moi, j'en ai ras-le-bol de ne pas savoir ce qu'il y a dans la poche des Français. Les Exactement. Français, ils veulent avoir l'argent dans leur poche. Et je vais vous dire, il n'y a que ça. Moi, c'est ça qui me rend fou. Après, peut-être que je suis plus con. Moi, je suis peut-être con. Non. Excusez-moi. Ah non. Si. Mais je suis peut-être con. Mais moi, si j'étais décideur, je suis désolé. Première chose que je fais, il faut relancer le pouvoir d'achat. le travail. Et le pouvoir d'achat, tu ne le relances qu'en remettant l'argent dans les poches des Français. voilà. C'est pas en augmentant les impôts et en enlevant l'argent qu'ont les Français que tu vas relancer la France. La France, elle sera relancée que par les Français. Ouais. Je vous le dis. Ouais. Ce sont les Français qui relanceront la France. Donc c'est pas la peine de leur enlever encore ce qu'ils ont dans la poche. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Il faut donc, pour moi, première chose à faire déjà,
il faut les charges patronales, il faut les baisser. Il faut, comme j'ai dit la dernière fois, le patron qui se gave et qui ne reverse pas à ses salariés et s'ils ont des salaires de merde, tu vas lui mettre une amende de 10 millions d'euros, tu vas voir s'il va faire le malin. À la fin de l'année, tu récupères tes sous. Tu les as pas donnés aux salariés, je vais te les prendre quand même. Tu vas voir, je vais te les prendre quand même. Voilà, et ça... Après, je dis peut-être des conneries, hein, je sais pas, Géraldine. Non, mais moi, quand je vois cette dignité-là, je trouve qu'en fait, c'est pas vraiment de la dignité, c'est de la survie. Parce que malgré tout, en fait, bah si, quand tu gagnes 1600... Moi, j'en ai marre de voir des Français malheureux. Je suis désolé. Pardon, mais tu calcules tout, en fait. Tu payes ton loyer, tu payes l'électricité, tu payes l'école, tu payes la babysitter, tu payes le truc, le machin, tout ça, l'essence et tout. Tu en survis, t'es en apnée. L'électricité, aujourd'hui, ça va devenir, je vous le dis, le mec qui va dire, quand tu vas dire j'allume la lumière, on va dire putain, t'es riche. Ah ouais. Le gars allume la lumière, ah ouais, quand même. Parce que là, maintenant, si tu veux voir ce que ça va être, ça, c'est pour faire plaisir à l'Allemagne. Je suis d'accord avec ce que vous dites et pas avec ce que tu dis, Thomas, parce que, ok, super de payer les impôts. Mais en fait, aujourd'hui, en France, d'abord, il y a un ménage sur deux qui ne paye pas d'impôts. Bien sûr. Et on a une imposition qui est confiée. Bah si. Non, c'est pas vrai. Tu te limites à l'impôt sur le revenu. Thomas, moi, je suis persuadé. Je ne parle pas de la TVA, merci. Thomas, peut-être que je me trompe. Je suis persuadé qu'on nous donne la France à gérer, à vous et à moi, pendant 1 an. Je suis persuadé que je fais beaucoup mieux que vous. C'est pas pire. Je mets mon bras à couper que je fais beaucoup mieux que vous. Non, mais l'idéal, ce serait qu'on la gère ensemble, parce qu'il y a des sujets sur lesquels... Non, vous n'emmerdez pas, je vais faire tout seul. Et Thomas, l'impôt est confiscatoire, en fait. Les gens ne peuvent plus payer les impôts. On peut en parler, non, mais je veux bien qu'on en parle. Thomas, et surtout, si ça marchait. Non, mais si tu me dis demain, on supprime la TVA, je suis d'accord avec toi. C'est l'impôt le plus injuste de France. Bien sûr. Ça, je suis d'accord. Il n'y a rien qui va. Moi, juste sur la notion de survie dont Géraldine parle, moi, je sais qu'il y a des vies qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y a des gens qui mangent des pâtes tous les jours, c'est pas drôle, voilà. Mais par contre, il faut quand même relativiser. On est dans un pays quand même, bien sûr, qu'il y a des sans-abri, etc. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que les gens n'ont pas de dents, n'ont pas accès à la médecine, dorment dehors, meurent 15 ans, 20 ans plus tôt. Ça, c'est la survie. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Moi, je vois. Je suis pas d'accord avec lui. Non, mais Guillaume, il suffit d'aller dans la rue, tous les gens SDF, vous voyez qu'ils peuvent soigner leurs dents, manger à leur faim. D'une part les SDF et tous les Français qui s'en sortent pas et qui ont perdu le sourire, qui sont malheureux. Moi, j'en ai marre de voir des Français malheureux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sans-abri, il y en a. Merci d'être avec nous, il est 19h17, on est en direct, c'est la tribu de... La tribu de Baba. Jody. Merci, on va passer au coup de cœur, au coup de... Gueule. Coup de cœur, coup de gueule. On va démarrer avec un coup de gueule de Gilles Verdouze. Coup de cœur. Un coup de cœur. Pour l'association PETA de défense des animaux. Ah ouais, Enfin, avec elle, on va réécrire les paroles des comptines pour enfants dans lesquelles il y a des animaux. Je savais qu'il y avait Donc c'est plus une souris verte qui courait dans l'herbe. Absolument. C'est une couillasse verte qui courait dans l'herbe. C'est plus... Mais oui. Non mais c'est Fabien Lecoeuf qui courait dans l'herbe maintenant. Alouette, je te plumerai, c'était une honte terrible qui apprenait aux enfants que les alouettes, on pouvait les plumer, les tuer. Alouette, je te caresserai, c'est merveilleux. Il n'y a pas une comptine sur vous? La souris verte, on la trempe plus dans l'huile, on lui propose une glace. C'est vrai. Le petit cochon, il n'est plus pendu au plafond, on le met sur le paillasson. Un petit cochon pendu au plafond. C'est marqué là. Tire-lui la queue. Non, tirez-lui le nez, il n'y a plus de queue. Tirez-lui plus fort, il donnera de l'or. Ah, maintenant, ça fait un petit cochon sur un paillasson. Gratouiller son nez, il sera enchanté. Chatouiller son dos, il fera des sauts. Chatouiller encore, il sautera plus fort. Bravo. Mettez les autres. Il y a quoi d'autre alors maintenant? On a que celle-là? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut pas s'arrêter. Allez, une souris verte, allez. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, tout beau. Merci. Ces messieurs me disent, invitez-la à manger des glaces à l'eau. C'est nul, éclaté. C'est éclaté. Non mais... C'est éclaté. C'est éclaté au sous-sol. C'est nul, c'est nul. Alors attention. Alouette, je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Je te plumerai le bec. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la bec. Après. Alouette, je te caresserai la tête. Je te caresserai la tête. Je te caresserai le bec. Je te caresserai la tête. Je te caresserai le bec. Bravo. Je passe le bac, on dirait.
Non mais, sans rigoler. Non, mais c'est... On va passer pour des cons. Là, Non, non, non. mais sans rigoler, quoi. Je me suis appliqué comme si je passais le bac. Qu'est-ce qu'il y a Je me suis appliqué à chanter comme si je passais le bac. J'étais mais heureux. c'est- Une autre. Ah ouais, non mais on peut faire ça pendant des heures. J'adore. Oui. Non, mais ce qui m'exaspère, c'est que les gens comme Gilles qui défendent ce genre de mesures débiles, d'autant plus que les enfants ne sont pas idiots, ils savent bien que Mais les c'est souris sont débile. pas vertes et qu'on les trempe pas dans l'huile, sont les mêmes qui vont aller se défoncer une entrecôte au restaurant ce week-end. Donc mec, sois cohérent. Moi, les défenseurs de la cause animale à 2 balles, ça va 5 minutes au bout d'un moment. sûr. Les gars, alors sois vegan, deviens Non mais c'est vegan. vrai, est-ce que vous êtes vegan vous au lieu d'ouvrir Mais non, votre bah non. Alouette? Non, mais si on m'avait mieux éduqué avec des belles Ouais, paroles ouais, de c'est ça, chansons, mais- peut-être que je serais Vous aujourd'hui. vous Voilà. éduquer, mais- vous pouvez vous éduquer Ouais, maintenant, c'est c'est pas trop tard. Bah, sans Ah doute, oui, non, mais quel Tommy, mais ce c'est mec. les enfants qui comptent, Non, c'est mais pas c'est- nous. Mais les enfants, c'est ils sont pas Jean-Michel aussi cons que toi, les enfants. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, oh, c'est Isabelle, bon. qu'est-ce que vous venez de dire parce que je crois que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, mais les enfants, ils font la part du feu, ils Non, mais savent bien. vous aviez dit un truc avant Parce qui qu'elle a dit que t'intéresse. J'ai dit j'étais qu'il est con, ça con. vous intéresse. Non, non. Qu'est-ce que vous avez dit avant? Oui. J'ai dit qu'il était con. Les enfants. Non. Ah, les enfants étaient moins cons que lui. Vous êtes comment au niveau de la mémoire? Non, Faites mais quand même c'est- des tests, hein, parce que là, ça commence à devenir. Non, mais Gilles, ce qui est sidérant, c'est que les grands problèmes qui intéressent les Français, Ouais. comme les squatteurs, non, faut Exactement. pas y toucher parce qu'on n'a pas C'est le sûr. droit. Ouais, c'est sûr. Là, les OQTF, maintenant, il faut leur donner des papiers. Mais par contre, tu viens nous faire chier avec tes comptines avec des enfants. Tu connais un seul enfant qui a plumé sûr. une alouette ou un truc comme ça. Non, mais c'est complètement fou. vrai. C'est un Non, mais c'est commissaire vrai. politique de Qui dans le public connaît un enfant qui a plumé une alouette, sans rigoler? Non, mais franchement, t'as déjà vu ton fils, il est tranquille dans le salon, je plumerai une alouette. J'ai la même Qu'est-ce que tu chose fais, avec les chérie, jeux hein, je vidéo, plume j'ai fait une un nombre alouette, de là. morts en jeux D'accord, vidéo. mais, Gilles Verdez, t'as déjà vu un enfant qui a pendu un cochon au plafond? Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner. T'arrives dans le salon, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce ralouf? Non, mais attends, un petit cochon pendu au plafond. Non. Gilles Verdez, votre monde, on Mais ne oui, l'aime c'est- pas. Ah, si ça- C'est bon, on n'aime pas votre monde. Et vous savez que les gens, ces mêmes tarés-là, veulent supprimer les biscuits en forme d'animaux et de Oui, dinosaures ouais, là, que j'adore. ouais. Mais en fait, le biscuit ne souffre pas quand on Non, mange. ça rien. Parce qu'ils pensent qu'on bouffe. Non, mais c'est ça, que le biscuit est en souffrance. Non, mais ils pensent qu'on bouffe un animal. Non, mais c'est des Non, mais malades. Non, mais C'est les des gars, malades. c'est quand même une bande de. Je l'ai dit, moi, on m'a offert un mouton au chocolat, j'ai pas mangé la tête, je vous. C'est vrai. Mais oui, c'est complètement. Faites un sondage chez les enfants, demande combien d'enfants vous avez- veulent. non, mais vous avez remarqué. Alors, je vais vous montrer la technique d'Isabelle Moyer-Boss. Quand elle dit un truc qui est nul, par exemple, elle fait ouais, j'ai mangé une tête et j'ai pas mangé la tête. Et après, on fait tout cela. Par contre elle gueule après, on sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi elle gueule. Faut qu'on c'est va pas- oublier ce qu'il y a. on n'a pas oublié ce que vous avez dit. Hein. Tiens, j'aimerais bien voir le sondage. Mais je Tiens, pense ce qu'en que pensent c'est les fini, téléspectateurs. C'est fini ces trucs de cancel culture. Déjà aux États-Unis, Voilà. c'est en train de Bien sûr. repartir complètement Ouais, à c'est zéro ça. parce que ça a été un Donc ça va arriver en fiasco France, là. partout. Et je pense que nous, enfin, on va être débarrassés de ça. Qu'est-ce qu'il en pense, le woke? Quand même. Mais il est d'accord. Elle est où d'ailleurs le Oui, truc, là hein. Ils sont barrés avec le truc. Et Eh, ça va omelette, pas, là. on va Eh, faire ma mère va gueuler. Hein. Oui. Il est d'accord. Puisqu'il est question de souffrance animale, en fait, si vous êtes contre la souffrance animale, le seul truc cohérent à faire, c'est de devenir végan en réalité. Végan. Et je vous dis ça, moi, j'y arrive pas. Mais ça veut rien dire. Tu connais quelqu'un qui est essayé. pour la souffrance animale? J'ai C'est essayé, n'importe mais quoi, toi. si t'es cohérent, si t'as un non. problème, si t'es pas d'accord avec la souffrance animale, tu Mais dois arrête. devenir vegan. Là, Pardon pour la mais prononciation. Mais n'importe quoi. Il y a plein de. Mais Les il y a mecs, un entre-deux qui serait excusez-moi, déjà pas mal. excusez-moi, C'est est-ce- ce que j'ai fait moi, c'est de devenir flexitarien. mais C'est-à-dire, non, c'est quand tu ne vous êtes manges surtout du devenu poisson ou de la viande Flexi chiant. qu'une fois par semaine. Si vous faites ça, Mais- déjà, mais- c'est déjà pas mal si vous y Non, arrivez mais pas. excusez-moi, le sujet là, donc là, vous Ah n'êtes oui, pas d'accord ouais. avec ça? Non, ça, c'est des conneries. Voilà, Tu vas merci. encore ruiner. Merci Thomas, merci Moi, Thomas. j'en profite pour- voilà. Puis tu vas Merci. encore ruiner la filière des éleveurs et Cadeau tout ça Babybel. aussi. Moi, j'ai un J'ai- neveu qui est complètement vegan et que j'adore. Ah ouais. Et il a des théories là-dessus tout le temps. Alors du coup, il est un fanatique du soja et le soja on massacre des planètes entières pour faire pousser À la du base, c'est soja. une souris verte. Donc tu remplaces un drame par un autre drame. Non, parce C'est qu'on pourra ridicule. remplacer C'est ridicule. l'élevage par le fait de bouffer davantage de pas grave, céréales, de Ils roulent en plantes, de Renault graines, vegan etc. C'est pas un problème. Et si on légalise le cannabis, de toute façon, Ah ça y est. D'une souris verte, on est passé au on aura cannabis. davantage Sur le vert. d'activités agricoles. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il veut? chef. Attendez, mais attends, non, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a rien du tout. Alors, Tu peux nous... Cyril. Est-ce que tu peux imaginer nous laisser un peu des libertés? Bien sûr. Fumer quand on a envie de fumer, manger de la viande, rouler un peu viens plus de de dire qu'il faut 50 sur le légaliser le périph', cannabis. Je viens- se mettre en maillot de bain, faire plein de choses. Ouais. Tu veux
tous Tu devenir en des maillot de commissaires bain, si tu politiques. veux, j'ai aucun problème. Et je viens de dire qu'il faut légaliser le cannabis. Me dis non, pas mais qu'il alors, faut... ça, c'est autre chose. la Ça, liberté. Il faut pénaliser les consommateurs à mort, surtout. On va voir ce qu'en pensent les C'est téléspectateurs. la souffrance On va voir ce qu'en animale. pensent les voilà, 82%. Êtes-vous choqués? 85, Bravo, ça augmente. 85, merci. Ça va, Gilles ça va. Verdez, c'est pas possible, c'est que des triomphes. Hein. C'est incroyable. 14%, c'est un record. C'est vrai. C'est sûr parce qu'il est content de sa médiocrité. Merci. Ah là là. 14%. Allez, il est 19h25, on est en direct, les chéris. On va parler d'un autre coup de cœur. Qui a un coup de cœur? Gilles Verdez avait un coup de cœur. Coup de gueule de Guillaume Janton. Ça fait énormément parler. Regardez ça. Oui. Alors j'ai un gros coup de gueule contre un journal qui a tous les droits sous prétexte qui s'appelle Charlie Hebdo et qu'on doit absolument cautionner, sinon on n'a pas ce qu'on appelle l'esprit Charlie. Donc aujourd'hui, ils ont publié hier leur dessin du jour, donc je ne sais pas si on a la photo, qui représente la sordide affaire de Mazan et des viols de Gisèle Pellicot, avec des hommes qui font la queue pour violer cette femme qui est visiblement n'a pas ses esprits et est sous médicaments, filmée par son mari pervers, tout ça titré par L'Amour ouvre, qui est le film de Gilles Lelouch qui vient de sortir. Bon, moi je trouve ça absolument pas drôle, et à quel moment... je pense aucun. Ils ont pensé à la souffrance et à la détresse dans laquelle est cette femme. Pour moi, ces gens-là sont prêts à tout pour faire parler d'eux, quitte à publier des dessins horribles comme celui-ci que je ne trouve absolument pas drôle. C'est censé être satirique, c'est censé faire rire. Je pense que ça ne fait rire personne ici. Personne n'a ri en voyant ce dessin. Ça fait du mal aux gens pour rien, c'est nul. Voilà. Ça va pas choquer. Moi, personnellement, je trouve ce dessin extraordinaire. Moi aussi. Moi aussi. Ah oui? Alors pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait plein de unes dernièrement de Charlie qui me plaisaient pas du tout, mais que je voulais pas condamner. Et je trouve que justement, il y a une sorte de mise en abîme qui est absolument incroyable et qui est très très forte. Oui, effectivement, il y a une sorte de amour ouf dans ce mec complètement pervers qui a on va dire, filmé sa femme à son insu. Franchement, je trouve qu'elle est très très forte. Je comprends que ça te choque, je comprends que ça ne te plaise pas, je comprends que ça te fasse pas rire, ça ne me fait pas rire. Elle est pas faite pour faire rire. Voilà, je trouve qu'elle est vertigineuse et je trouve qu'elle est très forte, elle est très impactante. Voilà. Jean-Michel. Moi, elle me choque pas parce que c'est Gisèle Pellicot qui elle-même a voulu la publicité de cette affaire, a demandé que ce ne soit pas huis clos, que les films soient visibles et que ça serve de leçon à l'avenir pour qu'il n'y ait plus d'affaires comme ça et que l'histoire du viol chimique soit étalée sur la place publique et qu'on avance dans la société pour qu'il y ait des solutions. Et qu'on affiche les violeurs. Moi, il y a deux choses qui me gênent. C'est le fait que Charlie Hebdo ait la carte et ait le droit de rire sur tout et faire des blagues qui, pardon, sont pas drôles. Nous, si on faisait cette blague-là, bon, c'est terminé, c'est rideau. Et franchement, enfin, mais pourquoi tu nous compares en fait? On ne se compare pas. Et la deuxième chose qui me choque, c'est la représentation visuelle de ces actes d'horreur. Je trouve que les montrer, que ce soit en fiction, que ce soit en dessin, je trouve que j'ai pas envie de voir ça en fait. Mais pardon, mais quand Michel Marie vient le soir nous raconter qui sont les violeurs, c'est quoi leur portée, alors je vais vous dire pourquoi. la soumission chimique, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Je vais te dire pourquoi. Que les mains devaient être chaudes, pas chaudes, et tout ça. Pardon, je vais on te est répondre. aussi, Même dans les émissions faites entre l'accusé et chronique criminelle, Pas de conneries non plus. on donne de l'information, on fait des reconstitutions, des évocations, mais on ne montre pas de manière aussi frontale. Moi, cette image, elle me choque, elle me gêne. Et attention, la femme dont on parle est vivante, elle va le voir, ce dessin. Alors là, vraiment, il y a débat sur cette une. Oui, Babybel. Moi, je trouve qu'il y a une traduction en images d'un truc qui a été véritablement horrible. Et là, il y a moins d'humour que de description concrète. Donc, du coup, je trouve qu'ils sont plus dans leur rôle et que c'est vraiment simplement terrible à voir. Et puis, pardon, c'est un kiosque. Donc, c'est en représentation totale en grand format. Et je me dis qu'on n'est pas obligé de penser à la famille tout le temps, mais c'est quand même super dur. Moi, je trouve qu'on aurait pu être un tout petit peu plus allusif et discret quand même. Oui, Gilles. Pour moi, il n'y a aucune excuse, c'est abject. Abject. Et souvent, vous me renvoyez à, et si c'était vous qui étiez victime de... Vous pensez là à Gisèle Pellicot, vous pensez à son procès, qui veut la publicité, vous pensez oui. Elle veut ça comme Non, publicité. elle ne voulait pas la publicité. Il y a quelques jours, elle a quitté l'audience tellement c'était violent. Vous pensez à elle qui voit ça, ou à ses avocats, et ils sont en train de regarder ça après ce qu'elle a vécu. Il voit bien pire au tribunal, il voit les vidéos, il voit bien. On n'est pas obligé de cumuler. Valérie Benaïm, s'il vous plaît. L'idée de ce dessin, c'est aussi de vous choquer, de montrer, parce que les paroles, on parle, on dit, elle a été ci, elle a été ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tout d'un coup, vous avez la réalité de l'horreur dans un dessin. Et oui, c'est aussi ça un dessin de presse. C'est pas fait que pour faire marrer un dessin de presse. Ah non, c'est fait non, pour vous mais faire réfléchir, pour vous heurter éventuellement. C'est ça le but. C'est ça un dessin de presse. Madame, vous voulez réagir? Je sais pas si je suis trop limitée ou si ça me dépasse, mais je comprends pas qu'est-ce que vous voyez d'extraordinaire dans le dessin. Déjà, c'est pas drôle, et en plus, vous dites c'est fait pour choquer, mais l'histoire est déjà assez choquante. Donc si ça fait pas rire et que c'est pas choquant, ça sert à quoi? C'est la différence d'un article de presse. C'est un complément d'un article de presse. Parfois, tu ne lis pas l'article, mais tu vois le dessin qui raconte. Il y a déjà eu tellement de bruit autour de cette histoire. Pourquoi faire ça? À part blesser la victime. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. La pédophilie, par exemple, je trouve ça bien de faire un dessin de pédophilie. C'est des choses qu'on n'a même pas envie de voir, en fait. C'est pas parce que ça existe et que c'est ignoble qu'il faut le représenter et le dessiner. Vraiment, j'aimerais avoir ton avis, toi. Moi, je suis comme Guillaume, en fait. Je parle de Guillaume, Gilles.
Ça fait rien avancer, c'est choquant. Les dessins sont pas jolis, il n'y a rien de bien, il n'y a pas d'histoire. C'est pas fait pour être joli. C'est glauque. C'est comme l'histoire. C'est pas la peine de rajouter du glauque au glauque. C'est glauque. Oui, c'est glauque, c'est en glauque. Et pour la liberté d'expression, parce que c'est la liberté d'expression, ils ont le droit de tout faire. Ah oui. Mais nous, la liberté d'expression, on n'a pas le droit, nous. On doit rester dans les Thomas Guénolé. Et plein d'autres. Je suis d'accord avec Polska sur l'appréciation générale. Après, il y a deux sujets différents. Il y a est-ce qu'on adhère, on n'adhère pas, on n'aime pas, c'est une chose. Et est-ce qu'ils ont le droit de le faire parce que l'esprit Charlie, et c'est un autre sujet. Donc je pense évidemment qu'ils ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent à la une de leur truc. J'ai aucun problème avec ça. Et moi, j'ai la liberté de trouver ça pas bon. Voilà, et de ne pas l'acheter. Et je suis pas expert en dessin, mais je trouve que même dans le style de caricature, il y a quelque chose de l'ordre de la moquerie. Je trouve qu'on se moque d'elle. La manière dont elle est endormie, c'est pas un dessin normal, c'est un dessin où on se moque des gens, on les caricatures. Non, on se moque de l'heure surtout. Moi, je suis Gisèle Pellico, pardon, je pense que. Et tu dis qu'elle a envie qu'on fasse la pub, elle a renoncé à la cagnotte, et je pense qu'elle est contre ça, Gisèle Pellico. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je pense qu'ils sont d'accord avec Guillaume, moi. Et voilà, 73%, bien entendu. Voilà, ils sont plutôt d'accord avec Polska, avec Thomas, avec Guillaume et avec Gilles et Raymond. Gilles. Et moi. Et vous, merci Babybel. Les chéris. Non mais c'est vrai, c'est important que vous soyez là, Babybel. On a un coup de cœur de Géraldine. Tiens, de Géraldine. De moi d'abord. Vous voulez un petit coup de cœur de moi? Ah oui. Alors, les chevaux de la police aident les résidents d'un EHPAD. Est-ce que vous avez vu ça? C'est magnifique. C'est formidable. À Cannes, la brigade équestre de la police municipale a réalisé une magnifique opération. Ils se sont rendus dans un EHPAD pour permettre aux résidents de passer du temps avec les chevaux. Regardez, vous n'étiez pas là ce jour-là. Regardez. Mais ça me rassure. Ça s'appelle un bouchon. D'accord, tenez, on va prendre le bouchon. Voilà. Vous levez bien le bras. Vous voyez, vous levez le bras et vous descendez comme ça. Ils font quasiment 700 kilos. Hein. Donc vous pouvez appuyer sans problème. Avec le bouchon, on ne va jamais leur faire mal. Étant gamine, j'en ai eu chez mes grands-parents, alors ça fait que j'ai pas peur de... C'est la joie de vivre, ça, de voir des bêtes et de les toucher. C'est magnifique, c'est des belles bêtes, les chevaux, c'est magnifique. Ça me plaît bien, c'est pour ça que je suis là. C'est la dame là. Je sais pas ce que vous en pensez. Cette dame est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Hein. Si je vais à Cannes, franchement, j'aurais lui faire un petit bisou. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement incroyable. Géraldine, vous avez aimé ça, hein? Oui, j'ai aimé. Et dans les pattes de ma grand-mère, ils font venir des chats. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça procure aux résidents qui parfois n'ont aucune visite. Un peu de tendresse, d'échange, c'est magnifique. Et surtout, ça éveille aussi les personnes très âgées. Ça les réveille. Bravo à la police de Cannes. Vous avez un coup de gueule, ma chérie, ma Gégé. J'ai un coup de cœur. Un coup de cœur, pardon. Alors, si je vous dis je t'aime. Merci. Tu es incroyable. Et ça fait plusieurs jours. Vous êtes concernant. Donc, tu es incroyable, tu es intelligent, tu as du talent. Je pourrais manifester pour toi. Je pourrais manifester pour C8. Merci. Si j'étais productrice, et je suis productrice, je signerais avec les deux mains. Ah ouais. C'est une déclaration d'amour de Sandrine Dominguez, qui était l'invitée de Jordan Deluxe. Alors ça me fait plaisir. Et j'ai adoré ce coup de cœur. Enfin, j'adore ce coup de cœur et j'adore le défendre parce que j'ai adoré ce qu'elle a dit et j'aime comment elle le dit aussi. Mais alors, vous savez que je suis fou d'elle. Oui, et elle raconte justement la relation que vous aviez aussi avec son défunt mari. Voilà. J'aimais Patrice. Patrice, il faisait des des émissions avec moi. On se marie. Moi, j'étais fou de tennis. Patrice Dominguez, qui est un très très grand joueur. Et Sandrine, c'est un amour. Hein. Sandrine, c'était une star à l'époque, je me rappelle. Et elle venait souvent nous voir à Comédie. Je démarrais, j'étais stagiaire. C'était un amour. Et elle a une manière de le dire hyper généreuse, hyper bienveillante. Ça me fait plaisir parce que vous savez, franchement, j'adore cette femme et elle est magnifique en plus. Elle est incroyable. Ah ouais, elle est incroyable. Et elle dit que son mari, justement, quand il revenait des tournages avec vous, il disait qu'il se marrait comme jamais. On s'est marré. Elle est belle. Elle est belle. Ouais, magnifique. C'est parti. Merci. Vous pensez quoi de Cyril Hanouna ? Ah, je l'adore. D'abord parce que je trouve qu'il faut qu'on donne la parole à des gens comme lui. Il y en a marre de voir des animateurs ou des animatrices, j'ai pas de nom à donner, lisses, tout propre. Moi, j'adore. C'est très important que quelqu'un comme Cyril puisse continuer à parler. Je milite. Je vais défiler demain pour C8, si on me demande. Je milite pour Cyril Hanouna à 100%. D'abord parce que c'est un personnage, qu'il est intelligent. On n'arrive pas à ce niveau-là si on n'a pas d'intelligence. Il est extrêmement brillant. Et c'est vrai qu'il a des sorties de route qui débordent au coloriage de temps en temps, mais tant mieux. Vous lui diriez quoi, la face caméra à Cyril Hanouna, Sandrine Dominguez ? Je t'aime, tu le sais, et continue. Ne change rien. Ah bah ça me touche, franchement, alors là, franchement ça me fait plaisir.
Alors, je l'adore. Elle est magnifique. En plus. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, Sandrine, parce que c'est quelqu'un que j'adore, Sandrine Dominguez, qui est incroyable. Et Patrice, son mari, je le dis. Voilà, il était avec moi, on rigolait comme des fous sur les émissions de tennis. Et Sandrine, vraiment, elle est incroyable. Voilà. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça rejoint un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a eu un coup de gueule d'un sénateur contre la décision de l'Arcom sur C8. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Pierre-Jean Verzelaine. Devant le Sénat, il a expliqué que cette décision était complètement lunaire et qu'on ne pouvait pas tout décompter dans le paysage audiovisuel. Regardez ce qu'il a dit. On va vous mettre les différents extraits. Et il a expliqué extrêmement bien les choses. Regardez. Ne faisons pas semblant. Il s'agit ici de s'attaquer à CNews, à C8, enfin bref, en résumé, aux médias du groupe Bolloré. Un certain nombre d'entre nous en conviendront. Le Conseil d'État n'est pas non plus le gardien absolu de la vérité. Et d'ailleurs, on se demande bien pourquoi il vient se mêler de l'organisation du débat public, politique et intellectuel au sein des chaînes de télévision et des stations de radio. Imaginez le salarié de l'Arcom, derrière son écran, qui devrait, avec son chronomètre, décompter les minutes de tel ou tel pour savoir si les propos tenus sont de gauche, de droite ou d'ailleurs. Cette histoire, elle est complètement lunaire et sur le fond, vous admettrez que c'est quand même assez inquiétant de vouloir attribuer des étiquettes aux uns et aux autres. Tout n'est pas motivé par des intentions partisanes ou électorales. Alors, il a continué, il a expliqué que c'était une chance pour les téléspectateurs d'avoir des médias qui offrent des visions et des opinions totalement différentes. Pour lui, la décision de l'Arcom, c'est tout simplement du mépris. C'est ce qu'il explique, ce sénateur. Regardez. Aujourd'hui, il y a une multitude de chaînes, de radios, avec des opinions différentes, divergentes, contradictoires, et c'est une chance. Chacun a le droit de zapper et de changer de chaîne. Moi-même, il m'arrive d'écouter France Inter et j'espère que d'autres prennent le temps d'aller écouter des émissions comme l'heure des pros qui peut aussi les aider à se forger un avis. Il y a quelques semaines, l'Arcom a exclu de la TNT les chaînes CNews et Énergie 12. À titre personnel, je vois dans ce choix une forme de mépris social, pour ne pas dire un mépris de classe. Qui sont ceux qui savent pour les autres ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bien, qui veulent imposer leur façon de penser, comme si les uns et les autres n'étaient pas capables de choisir ce qu'ils souhaitent écouter ou regarder. Dans quelle démocratie décide-t-on de la fin d'une chaîne de télévision nationale de surcroît à capitaux français? Alors, et c'est vrai que je le dis, c'est à capitaux français. Alors qu'il y a une chaîne qui va arriver, voilà, qui est une des chaînes qui pourrait nous remplacer. Sachez que ce n'est pas des capitaux français. C'est du capitaux tchèque. Hein, voilà. On ne va pas se mentir, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est quand même fou d'enlever un truc à des Français pour les donner. Mais c'est, je vous le dis, quand je vous dis qu'on marche sur la tête toute la journée. Et il y a eu un autre truc qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'apparemment, une des chaînes qui doit nous remplacer a dit on n'est pas prêt. On ne sera pas prêt. On sera prêt qu'en septembre et encore, on n'aura pas de plateau télé avant 3 ans. Donc c'est quand même énorme. J'en ai ri, vous savez que j'en ai ri. J'ai dit c'est extraordinaire. La chaîne de télé Ouest France, donc, qui doit nous remplacer, ne sera pas prête le 1er mars et le plateau de télé ne sera pas construit avant 3 ans. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Non mais ça nous fait rire parce que c'est quand même... Ça nous fait rire, mais c'est honteux. C'est incroyable. Mais quand ils étudient un dossier comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les projets financiers, comment c'est monté, la faisabilité. Ah oui, c'est pas très sérieux quand même. À un moment, quand vous avez une chaîne solide comme C8, qui est la première chaîne de la TNT, première chaîne de loin, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est fou, je vous dis, c'est fou. Mais c'est incroyable. Hein, oui. Il y a autre chose aussi qui est choquant dans leur dispositif, c'est qu'ils sont en train de réduire le nombre d'emplois créés. Exactement, oui, c'est ça. Ils passent de 58 à 35. Oui, c'est ça. Alors qu'au nœud du problème, sur C8, il y a des centaines de gens qui vont être au chômage. Et là, eux, ils créent 35 emplois. C'est grotesque. Ils vont pas faire une chaîne de télé. J'ai cru comprendre que certains sages avaient fait savoir... une chaîne de télé. Sachez que le budget de la chaîne n'est même pas le budget de C-Star. Tout à fait. Pour vous dire, c'est même pas le budget de C-Star. Et j'ai cru comprendre que certains sages du CSA avaient dit justement aux repreneurs que quand on s'engageait, c'était pas seulement le papier au moment de l'audition, mais qu'il fallait que ce soit suivi des faits. Là, à mon avis, l'Arcom va regarder ça. À mon avis, ça peut être compliqué. Hein, il peut y avoir un bouleversement du coup. Ah bah forcément. Et puis il peut y avoir un écran noir surtout. Forcément, là, il va y avoir un écran noir à partir de mars si on quitte la chaîne en fin février. Il va y avoir un écran noir jusqu'en septembre. Ils n'ont pas de plateau pendant 3 ans.
ça me semble compliqué que l'Arcom dise on va leur donner une chaîne. Excusez-moi, même le public. Ça, c'est on marche sur la tête. Tu sais pourquoi? Parce que là, on dit aux Français qu'avec vos impôts et les charges et tout ça, M. Guénolé, on va mettre 200 personnes, 300 personnes au chômage, il faudra les payer ces gens-là. Et on va mettre un écran noir à la place. C'est ça. On marche sur la tête quand même. Un écran noir. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens allez au chômage. Et il n'y aura pas de plateau pendant 3 ans. Et il n'y aura pas de plateau pendant 3 ans. Et en échange, on rembourse 30. On embauche. Et l'autre chaîne. Et l'autre chaîne, c'est pas donné à un Français, c'est pas des capitaux français, ce sont des capitaux tchèques. C'est ça, on est d'accord. Absolument. C'est complètement une hérésie, quoi. Donc ce sera défiscalisé. Après, moi, j'ai rien contre. Il est très sympa, le tchèque, en plus. Moi, qu'ils aient joué leur rôle, jouer le jeu, c'est normal. Les pauvres, moi, voilà, la chaîne que va faire Kretinsky, qui est très sympa, en plus. Voilà, et même Denis Oliven, je le connais. Voilà, exactement. Eux, je les comprends. Ils jouent leur partition, c'est normal. Et voilà. Mais qu'ils soient pas prêts, Ouest France, et Ouest France aussi, voilà. Mais question compte. Mais c'est compliqué, là, ça va être compliqué de débloquer un canal. Là. Oui. Question compte, t'étais obligé d'enlever les 2 chaînes pour mettre le tchèque sur la 19, il n'y a rien. Sur la 26 ou sur la 27. Donc c'est politique. Et même la 19, il n'y a rien. On pouvait. La 19, il n'y a rien, tu ne peux pas dire au tchèque. Oui, on peut rajouter 2 chaînes. On peut rajouter 30 personnes, mais toi là. Bien sûr, on peut rajouter des canaux. Oui, bien sûr. On va en parler, tiens, on va en parler dans un instant. Et dans un instant, on fera le top 5 des images du jour. À tout de suite sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas à mort. On est bien entendu en direct, les chéris. On va passer aux 5 images du jour. Et on va parler des images terribles. De ce qui s'est passé dans plusieurs régions, dont la Haute-Loire, qui sont placées en alerte maximale par Météo France pour des cumuls de pluie exceptionnels. On vous a fait... On vous a compilé les images des ravages des fortes pluies. On pense fort, bien entendu, aux sinistrés de ces violents orages. Regardez. Non mais quand on voit ça, c'est absolument incroyable. Gilles, comment ils font les habitants? On pense à eux là, c'est incroyable. Ça n'en finit plus, ça déborde partout. Il y avait 6 départements en vigilance rouge, crue, inondation. Tous les cours d'eau débordent. Chambon-sur-Lignon, là on voyait les vaches emportées. C'est le Lignon qui déborde. Alors on va le voir justement, regardez. On va le voir. C'est affreux. C'est incroyable, regardez la vache. On va voir, c'est incroyable. Ça lâche bien les vaches. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est incroyable quand même. Le Lignon dépasse 5 mètres, 100 mm d'eau qui sont tombés d'un coup. C'est alors un réchauffement climatique et puis aussi nos cours d'eau qui ne sont plus drainés. C'est de la folie, quoi. C'est terrible. C'est des images d'apocalypse. Fin du monde, exactement. Exactement. C'est fou. Partout en France. C'est incroyable. Et franchement, on va regarder. Regardez, il y avait une voiture en flammes qui continue de rouler sur plus d'1 kilomètre. C'est une image hallucinante. Regardez, ça se passe en Inde. Ça n'a rien à voir. Mais c'est encore, voilà, on voit que des images de fin du monde en ce moment. C'est un truc de fou. Enfin. Incroyable ça. C'est incroyable. C'est au sommet d'une côte, le frein à main a lâché, la voiture a fait 1 kilomètre comme ça. Alors j'arrive pas à savoir s'il y a des blessés. C'est à Jaipur en Inde, mais les images sont saisissantes, quoi. C'est fou. Il y aurait pu avoir des dizaines de morts et la foule s'écarte devant la voiture. C'est terrible. Alors, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Voilà. On va passer maintenant. Il y avait le maillon faible hier soir sur M6 et c'est vrai que c'était. Ça a été un gros succès, Isabelle. Ça a terminé 2e des audiences, 2,9 millions de téléspectateurs. Et premier sur le public féminin. Exactement, premier sur les jeunes et premier sur les 25-49 et les moins de 50. Ça a cartonné, vraiment. Et donc, vous avez vu, tout à l'heure, je me suis accroché, je vais accrocher mes coucougnettes en haut. Alors, je n'ai pas les fiches, bien entendu, du maillon faible, puisqu'ils font tout à l'envers ici. On va regarder un premier extrait du maillon faible. C'était présenté par Vincent Dedienne. Regardez. L'émission de ce soir. Regardez mes fiches.
Non mais regardez, là, voilà. Merci Sacha Elbaz, hein, bravo à lui. Les chéris, il y avait des questions, bien entendu, un maximum de bonnes réponses pour gagner de l'oseille, forcément, de l'argent, des boursoufs, mais il fallait que les candidats aient les bonnes réponses pour ça. Et le premier tour, ça a été une catastrophe. C'était pas terrible. Catastrophe. Ça a été une catastrophe. Alors, ce qui a le plus marqué les gens sur les réseaux sociaux, ce sont les punchlines. Tout le monde en a pris dans la tronche, même nous, regardez. C'est magnifique. Vous êtes chanteur, acteur, crooner, beau, sexy, populaire, drôle. Dieu merci, vous n'êtes pas... C'est tellement drôle. Et ce qui est très très fort, c'est qu'ils n'ont pas repris le jeu en premier degré, ils l'ont fait en vanne. En fait, c'est un jeu dont on se souvient tous, qui a été parodié depuis, notamment par Koé, etc. Et là, ils l'ont refait en vanne, ils l'ont pas fait premier degré. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Et toutes les références de Laurence Boccolini, etc. Et franchement, bravo à eux. Alors, et enfin, combien d'euros ont été gagnés pour l'association? C'est Florence Foresti qui s'est collée à la finale. Regardez. De Mario Fab, donc qui a très bien marché. Qui a très bien marché sur M6, et c'est vrai, parce que moi je croyais qu'ils allaient le faire premier degré. C'est ça que j'avais dit, j'avoue, ça marchera jamais, mais je pensais qu'ils allaient faire le vrai jeu avec des candidats normaux, etc. Là, c'est vrai qu'en spécial, ça pourra marcher ponctuellement. Oui, Géraldine. Question, comment ils ont eu une dérogation? Parce que d'habitude, maintenant, les chaînes, c'est chacun pour soi, chaque groupe pour chaque groupe. Et là, pourquoi Camille Combal est allé sur M6? Parce que c'est rare aujourd'hui. Il a dû demander à TF1. Il a dû demander à TF1 et TF1 a dû dire oui. Voilà, j'aime bien. C'est vrai que c'est rare, mais il a dû demander. TF1 a dû dire oui pour une fois pour le maillon faible. Oui, c'était un one shot dans l'émission. Oui, alors. Oui, pour l'instant c'est un one shot, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Alors lui, il est tenté, mais ça nous demande des mois de travail, donc il réfléchit quand même. Mais la chaîne, bien sûr, va en faire d'autres du coup. Je pense qu'ils vont faire d'autres salles. Je pense que c'est un petit peu leur burger quiz en fait. Voilà ça, mais ça va revenir après. Pas aussi récurrent que le burger quiz, mais ça va revenir. Je pense s'ils peuvent le faire une fois par mois, ça serait pas mal. Si vous demandez d'y aller. De quoi, le maillon faible? Même si je serais avec plaisir. Franchement, le maillon faible, ça serait marrant. Non, mais voilà. Après, c'est sûr. Après nous ici, voilà. S'ils veulent Gilles Verdet, je l'enverrai aussi avec plaisir. Mais je suis pas sûr. Merci. 600 cyclistes se réunissent en hommage à Paul. Vous savez, Paul, 27 ans, qui a été écrasé volontairement. Regardez. Ils étaient plus de 500 cyclistes présents à Paris pour rendre hommage à Paul Varry, ce jeune de 27 ans écrasé par un automobiliste mardi dans le 8e arrondissement de la capitale. Ce qui s'est passé là, ça aurait réellement pu m'arriver parce que j'ai déjà été confronté à ça. Parfois j'ai envie de dire aux gens qui se comportent mal, voilà, moi j'ai 2 enfants, vous voulez faire des orphelins, c'est quoi l'idée quoi? Au-delà de l'émotion, beaucoup de cyclistes sont venus ici pour dénoncer la difficile cohabitation entre les vélos et les voitures dans les grandes villes. En garde à vue, l'automobiliste assure qu'il n'a pas voulu tuer intentionnellement le cycliste. La famille de Paul Varry a du mal à le croire. Alors, il y a aussi Yann Brossa qui a insisté, c'est un acteur du Parti communiste, qui a insisté sur la nécessité de réguler davantage l'usage des SUV. Regardez. Ce ne sont pas les conducteurs qui sont plus dangereux. De fait, ce sont des véhicules qui sont plus dangereux pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont plus gros et parce qu'ils sont plus lourds. Ils sont plus dangereux et donc je pense effectivement qu'il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Personne ne peut contester l'utilité sociale d'un bus. Personne ne peut contester l'utilité sociale d'un camion. En revanche, on a le droit de se poser la question de l'utilité sociale des SUV. Alors, Raymond, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire? Ça, c'est vrai que c'est un drame. Mais c'est vrai que dire une... Excusez-moi, parler de ça derrière... C'est vraiment un drame, mais il aurait pu tuer même avec une citadine, même avec une petite voiture. Si tu roules sur la tête de quelqu'un avec un pneu, c'est pas il utilise le drame. Les voitures, c'est une tonne, minimum. C'est ça, attendez, Valérie Benaïm, oui. Non, mais moi, franchement, je trouve que c'est vraiment pas beau ce qu'il fait, parce qu'il utilise un drame, et ce drame, pour faire de la politique. Et pour dire, voilà, notre politique à la ville de Paris, elle est corroborée par ce drame. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Et je trouve ça assez terrible. On n'est même pas, la famille n'est pas encore fait le deuil qu'il entre. Enfin voilà. Il pense déjà lui à ce qu'il va faire sur les SUV. Oui, Gilles Verdet. C'est très dangereux. Je trouve ça incroyable qu'un élu dise ça, parce qu'en fait, il se mêle de l'affaire de la justice. Le conducteur, il est en train de plaider l'accident. Donc, en responsabilisant la voiture, il est en train de déresponsabiliser ce conducteur qui possiblement, vraisemblablement, a foncé délibérément. C'est vrai que la phrase qui sort, elle est incroyable. Ça n'est pas le conducteur, c'est le SUV. Donc le SUV est parti tout seul. Il dit ouais, tu sais quoi, mais de quoi je me mêle, quoi. Mais bien sûr, Jean-Michel. Et pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître aussi qu'il y a un vrai problème avec les vélos à Paris maintenant. Parce que Anne Hidalgo a fait des couloirs partout dans les sens interdits. Ils ont le droit de couler dans tous les sens. Ils ont plus le droit. Ils ont le droit de plus s'arrêter au feu rouge. Ils ont le droit de tourner à droite. Exactement. Et ça devient une anarchie totale. Et quand on est conducteur, moi je vais vous dire, mais il y a des petits trucs où tu passes. En fait, c'est
en sens unique pour les voitures. Et il y a des vélos qui peuvent arriver comme ça. Et les vélos, mais c'est un truc de fou. Et t'es en voiture, c'est fou. T'es en camion, c'est pire. Il te tape sur le rétro, bon, c'est pas grave. Elle a réussi, Anne Hidalgo, à diviser les vélos. Parce que souvent, je parle de Delanoë. Ce que Delanoë avait réussi à faire avec Paris, de faire un truc un peu bien avec les couloirs de bus, elle a tout détruit. C'est-à-dire que maintenant, c'est la guerre entre les vélos et les automobilistes. Et les piétons. Tu peux le voir, hein. Et les piétons, c'est fini. Tout le monde s'embrouille pour rien, en fait. Géraldine Maillet. Et moi, je suis très, très choquée parce que je trouve que la mairie de Paris est absolument indigne et qu'ils ont des emportements à géométrie variable. Parce que Madame Hidalgo disait que c'était scandaleux les affiches de Philippines et que c'était de la récupération politique. Et bien là, ils font de la récupération obscène. Et encore une fois, Philippines, c'était pas de la récupération politique. C'était implacable. C'était vraiment des affiches en son hommage. Et là, tout d'un coup, ils tombent sur les SUV. Et comme tu l'as dit, Raymond, je suis hyper d'accord avec toi. Aujourd'hui, ceux qui conduisent les vélos, il y a des gens qui ne connaissent pas le code de la route. Et donc, c'est des dangers publics. En fait, il y a des jeunes qui conduisent n'importe comment. Ils n'ont aucune notion des panneaux, des trucs, des machins. Et en fait, voilà, je trouve que c'est ridicule. On leur a laissé croire. On leur a dit, vous pouvez tout faire. Vous n'avez pas vu, des fois, il y a des vélos. Le mec, il est assis sur son vélo. Il y a 3 enfants devant. Il les met en tête, lui, les enfants. Avec des écouteurs aussi. Avec des écouteurs, il met ses enfants en premier devant le drame. C'est plus des vélos, des fois. Mais c'est surtout qu'ils font pas attention. Ils ont l'impression que parce qu'on leur a donné un couloir de vélo, ils sont invincibles. Alors, il faut que les automobilistes fassent attention, il faut que les camionneurs fassent attention, les bus, mais les vélos, je vous le dis, faites vous aussi attention. Là, c'est un drame, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un cas particulier, c'est un drame. Mais les vélos, faites attention, parce que les automobilistes, il y a les textos, il y a plein de bordel maintenant. C'est une jungle, Paris, quand tu es dans Paris. C'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve la phrase, exactement ce que vous dites, Cyril, le SUV qui fonce comme s'il était tout seul sur la victime. Surtout que c'est la tête. Vu de loin, il y a une vraie volonté de tuer, quoi. Il peut dire ce qu'il veut. Non, mais ils veulent plus de voitures. Les choses sont claires. Ils ne veulent plus de voitures. Ils veulent plus qu'il y ait une voiture dans Paris. Donc voilà, ils vont tout dire et tout assumer pour qu'il n'y ait plus de voitures et qu'il n'y ait plus un mec avec une bagnole. Rappelons que c'est quand même lui qui a déconné avec son SUV. Rappelons bien que là, c'est lui qui fonce sur le mec. Donc là, il faut vraiment. C'est grave ce qu'il a fait. C'est très grave. C'est sûr. On va revenir sur une affaire. C'est l'image du jour. Il y a 40 ans, commençait la plus grande affaire française, le petit Grégory. Regardez. C'est une affaire qui passionne les Français depuis plus de 40 ans. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain disparaît. Le même jour, son corps sans vie est retrouvé dans une rivière. Ses pieds et ses mains sont ligotés. L'identité de l'assassin reste toujours inconnue et l'enquête se poursuit encore aujourd'hui. En attendant, le feuilleton n'est toujours pas clos et la mémoire du petit Grégory reste dans toutes les têtes. Merci Tiffaine Ozière d'être avec nous ce soir. On va revenir bien entendu sur cette affaire Grégory qui, mine de rien, malheureusement a passionné les Français parce qu'on ne sait toujours pas le fin mot de cette affaire. Et c'est vrai que ça fait maintenant 40 ans. Merci d'être là. Vous allez répondre aux questions que se posent certainement les téléspectateurs sur cette affaire devant leur écran, même ceux qui n'ont pas connu cette affaire à l'époque et qui se disent c'est vrai qu'on m'a toujours parlé de l'affaire du petit Grégory. Mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais élucidé cette affaire? Bonsoir Tiffaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, 5 questions. L'État, déjà, est-ce que vous voulez revenir sur l'affaire, vous voulez réexpliquer l'affaire ou bien on le fait nous? Oui, peut-être rapidement. C'est effectivement un très triste anniversaire puisque ça fait 40 ans que ce petit garçon de 4 ans était retrouvé mort dans la Vologne et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décision de justice qui permette d'établir ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les dernières heures de vie de cet enfant et qui est le ou les coupables Exactement. qui sont responsables dans cette affaire. On a tout entendu sur cette affaire. Donc, première question, l'État peut-il être responsable des dysfonctionnements de la justice? Est-ce que la famille peut se retourner contre l'État pour dire voilà, on n'a jamais élucidé le meurtre de mon fils? Alors, avez-vous connaissance de cas où en raison de dysfonctionnement de la justice, l'État a été condamné? Non. À votre avis? Non, pas condamné, mais il n'y a pas Omar Haddad, non, il n'y a pas une histoire avec Omar Haddad où ils ont fait marche arrière? Quand il y a des dysfonctionnements, en réalité, effectivement, l'État peut être condamné. Et c'est ce qui a été le cas dans l'affaire Grégory. À de nombreuses reprises, il y a eu des condamnations pour différentes personnes, à la fois des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire. Je pense par exemple à Muriel Boll, qui avait été entendue quand elle était mineure, qui a eu des dommages et intérêts du fait des dysfonctionnements et des erreurs qui ont pu être commises dans le cadre de la procédure. Vous avez évidemment les parents aussi de Grégory Villemain qui ont été indemnisés. 35 000 €, c'est ça? Oui, exactement. Vous avez vu, j'aurais pu regarder, c'était sur ma fiche. 35 000 € chacun des parents de Grégory pour dysfonctionnement de la justice. Oui, alors vous avez eux qui ont été indemnisés, vous avez aussi la femme de Bernard Laroche et les enfants qui ont été indemnisés, puisque vous le savez, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, a tué Bernard Laroche,
qu'il soupçonnait d'être le coupable. Et l'État a été jugé responsable puisqu'il y avait des menaces qui avaient été proférées. Et on a considéré que l'État n'avait pas pris en compte ces menaces et n'avait pas assuré la protection, ce qui avait abouti à ce meurtre. Et c'est arrivé dans d'autres affaires. Je pense à cette femme qui avait déposé 7 plaintes contre son ex-compagnon et qui a été brûlée à l'acide. De la même manière, l'État a été condamné en disant vous n'avez pas tenu compte des menaces c'est qui fou, avaient été mises. Ça, c'est une info vraiment, vous voyez, qu'on n'avait pas. En quoi l'affaire Grégory a fait évoluer la justice? Alors, est-ce que vous savez le nombre de dysfonctionnements qu'il y a eu dans cette triste affaire? Alors, il y a eu des dysfonctionnements médiatiques déjà. Aussi, oui. Alors, moi, j'ai des réponses. Donc, moi, je ne peux pas répondre. Mais vous... Depuis le départ, entre les enquêteurs, police, gendarmes, enfin, rien n'a été depuis le départ. Le juge, rien. Plusieurs centaines, oui. Alors, vous avez pointé effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, quand vous dites depuis le départ, déjà, c'est la scène de crime. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué. On parle maintenant du gel des scènes de crime. Puisqu'en fait, si vous voyez les images de l'époque, ce qui est fou, c'est qu'on voit cet enfant, les enquêteurs, mais n'importe qui, venir sur la scène de crime. Aujourd'hui, c'est impossible. La scène est gelée. Il n'y a que le procureur, le directeur d'enquête, le médecin légiste et avec des tenues habilitées parce que, et des protections. Vous doutez bien que s'il laisse des empreintes sur le site, forcément, ça perturbe le cours de l'enquête. C'est ce qui s'est passé là-bas. Il y a une inexistence, comme vous dites, de la protection des scènes de crime. C'était en 84. Et forcément, ça... Mais là, c'était spécial, parce qu'on l'a retrouvé dans l'eau. Et quand on le voyait, on ne savait pas s'il était encore vivant ou mort. Donc, il fallait bien aller le voir pour le retourner. Voir, il était pieds et poings liés, malheureusement, le petit Grégory. Mais on ne savait pas s'il était mort ou pas au moment quand il était là. Donc, tout le monde a été obligé de piétiner la scène, en fait. J'étais sur place à ce moment-là, parce que j'étais jeune journaliste. Donc, c'était une des premières affaires que j'ai subies. Donc. Et ce que vous dites, justement, est très parlant, c'est tout le monde, y compris les journalistes. Bien sûr, et vous pointiez la difficulté tout à l'heure, qui a été ce rôle entre la justice et l'information, où on a vu qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui ont été posées dans cette affaire et qui ont amené aussi des interrogations de la part des magistrats par rapport aux prises de parole qui ont été celles du juge d'instruction et aux dossiers qui ont pu être communiqués entre les avocats, les magistrats et la presse. Et ce qui a permis de mettre en place notamment des cours dans l'école de magistrature pour dire il y a plusieurs valeurs que vous devez concilier qui sont à la fois le droit effectivement d'information, la présomption d'innocence et le respect de la protection de l'enquête. Ensuite, vous avez ce qui a aussi été un dysfonctionnement, c'est l'autopsie. C'est ça. Puisque vous avez une difficulté à l'époque, les méthodes liées à l'autopsie ne sont pas les mêmes. Et ce qui a été fait à ce moment-là ne permet pas de dire déjà l'heure exacte du décès, ce qui est extrêmement problématique pour vérifier l'emploi du temps des différents protagonistes qui étaient mis en cause. Et les causes réelles, c'est-à-dire est-ce que c'est réellement une noyade? Est-ce qu'il y a eu de l'insuline qui a entraîné le décès de cet enfant? Alors qu'aujourd'hui, vous auriez un scanner complet, des mesures et des recherches qui seraient faites sur les organes. Aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait pu retrouver on aurait pu élucider l'affaire ou pas? Alors, c'est toujours difficile à dire parce que si on devait comparer une affaire, en tout cas récente, qui présente certaines similitudes, je pense à celle du petit Émile. Exactement, je pensais à la même chose, oui. Où on a des logiciels maintenant qui existent et qui sont mis en place, je pense notamment à Anacrim, qui recueille tous les indices et pour autant, on n'a pas encore de réponse sur ce crime. L'affaire du petit Émile, ça fait plus d'un an, c'était en septembre 2023. Et c'est vrai que toujours pas de nouvelles. Alors ça a rebondi encore il y a quelques jours parce qu'on a vu qu'il y avait un ADN qui était inconnu sur les vêtements du petit Émile. Et on attend de savoir ce qui va se passer. Pas de certitude. Exactement, pas de certitude. Et on est passé à un moment, on était persuadé que c'était un animal. C'est Absolument. ce qui avait été dit. Et on avait... Sauf que Émile, il n'y a pratiquement aucun indice. On a retrouvé un corps en décomposition, enfin des os. Alors que là, il y avait tous les éléments pour trouver. On a l'enregistrement sonore du corbeau, qu'on soupçonne d'avoir tué. On a des lettres manuscrites du corbeau. Mais les lettres ont été prises par des dizaines de personnes qu'on suit. On ne pouvait plus trouver d'empreintes. Tout a été souillé dès le départ, alors que tout était là pour trouver le meurtrier. Et en fait, non, ça a été gâché. On a dit aussi que le petit juge était trop seul et qu'il avait été écrasé par la pression. Alors justement. Ça, effectivement, c'est un point qui a été soulevé. Qui est le juge qui est en charge de cette affaire à 32 ans au moment des faits. Il est très seul. Je ne sais pas si ça vous rappelle un grand fiasco judiciaire. Exactement. Vous avez un jeune juge qui est le juge Burgot, qui est seul face à ce procès d'ampleur. Et donc la question de la collégialité s'est posée très rapidement après l'affaire de Grégory, où M. Badinter a dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place la collégialité pour que les juges se challengent. Et c'est revenu après l'affaire Doutreau. Ça a été voté, mais pour autant, malheureusement, faute de moyens, aujourd'hui, les juges d'instruction sont encore seuls. Il y a un autre domaine qui a énormément changé, c'est le changement des auditions des mineurs aussi, ce qu'on m'avait
Aussi, parce que la difficulté que vous aviez, c'est que Bernard Laroche a été mis en cause, notamment par le témoignage de sa belle-sœur, qui, au moment des faits, est mineure. Et elle est ensuite revenue sur son témoignage. Il a été dit qu'elle avait subi notamment des pressions, parce qu'elle a été remise dans sa famille après son audition, ce qui était assez dingue, parce que c'est une mineure et qu'elle met en cause un membre de sa famille. Et son audition a été déclarée par la suite anticonstitutionnelle parce qu'elle avait été faite alors qu'on ne l'a pas informée de son droit de se taire, puisque, sachez-le, si un jour vous êtes placé en garde à vue, le premier de vos droits est le droit de se taire. Oui. Et elle n'était pas assistée d'un avocat. Il y a des affaires qui ont fait évoluer la justice, vous nous en parlez ce soir, pour nos téléspectateurs, 20h09, on est en direct. Il y a notamment l'affaire Fourniret. Oui, je pense que malheureusement, ces affaires dramatiques ont fait évoluer. Donc celle du petit Grégory, elle a fait évoluer tous ces éléments et notamment des moyens considérables sur la police scientifique qui ont évolué. Sur l'affaire Fourniret que vous avez eue, eh bien, il y a eu la loi Perben qui est passée après en 2004 pour mettre en place le fichier des délinquants sexuels, fichier qui permet, je le rappelle, quand un délinquant est condamné, qu'on garde ses empreintes, ce qui permet de pouvoir plus facilement l'identifier par la suite. Ouais. Il y a d'autres affaires, vous avez dit l'affaire Trémaud et Caillez. Oui. Ils avaient été arrêtés coup sur coup pour avoir violé des jeunes femmes. Voilà, c'était cette affaire. Il y a aussi parlé de l'affaire Dacruz en 2009. C'est ça ? Oui, tout à fait. Exactement. Voilà, et souvent, ces affaires visent des personnes qui ont été jugées pour des crimes sexuels et on a renforcé, alors vous avez soit la loi sur la récidive, puisqu'en fait, ce que ça montre, c'est des personnes qui ont été condamnées et qui ont récidivé. Donc vous avez des mesures sur la récidive qui ont été mises en place. Vous avez des mesures introduisant la dangerosité, qui est de dire au moment de la levée d'écrou, avant de laisser sortir quelqu'un, monsieur le juge d'application des peines, vous devez vous assurer qu'il ne présente plus une dangerosité. À défaut, eh bien, la personne peut être encore retenue en sûreté. Et le dernier point aussi, sur ces dernières affaires, sur les viols, c'était si jamais la personne passe à l'acte, eh bien, dans son suivi socio-judiciaire, si elle ne prend pas le traitement, par exemple, qu'elle était censée prendre, eh bien, elle peut retourner en prison. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Tiffaine Ozière, d'avoir été avec nous. Soit vous avez des questions ou bien c'est bon, oui ? Oui, j'ai entendu ce matin à la radio, sur Europe 1, Pascal Praud dire on ne sait pas qui a tué le petit Grégory, mais en fait, on le sait parce qu'il y a des suspicions, de forts doutes, voire des certitudes, mais on ne peut pas le dire à cause d'un flou juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Je pense que ce que vous dites, c'est le drame absolu dans cette affaire, parce qu'on ne sait pas, mais on pense qu'on sait, ou on croit qu'on sait, ou certains savent et ne disent pas. Et c'est toute la difficulté, c'est que quand la justice n'est pas rendue, eh ben, elle laisse sa place à la vengeance. On l'a vu, il y a eu un meurtre qui a été commis, à la calomnie, à la rumeur. Et on a eu la même chose avec Outreau, sur les suites de l'affaire Outreau, sur ces rumeurs qui ont continué, etc., à se propager. Et là, en tout cas, judiciairement parlant, c'est impossible de dire qui a tué, malheureusement, ce petit Grégory. Et j'espère qu'un jour, justice lui sera rendue à lui et à ses parents. Merci Tiffaine Ozière d'avoir été avec nous sur C8. Vous reviendrez la semaine prochaine pour une autre affaire. Merci beaucoup. On va revenir sur ce qu'il ne fallait pas louper. Et surprise, le Coca-Cola a peut-être été inventé bien avant en France. C'est un truc de fou. Eh ouais, peut-être que le Coca-Cola, c'est nous. Je vous dis qu'on a tout inventé. Apparemment, une bouteille de Coca vieille de 140 ans a été découverte dans un village corse. Eh oui, les Corses avaient inventé le Coca-Cola. C'est pour ça que à la base, ça s'appelait le Corsa-Cola. Non, je dis n'importe quoi. Ça s'appelait bien le Coca-Cola. Regardez. Cette bouteille vieille de 144 ans a été découverte complètement par hasard dans une maison de village dans la montagne corse, après avoir été oubliée pendant des années par son propriétaire. Sous nos yeux, la première bouteille d'une boisson à la Coca, produite à Paris au début des années 1880. Elle pourrait être estimée à plus de 200 000 €, mais surtout elle serait la preuve que ce Coca français a été commercialisé plusieurs années avant celui de la marque Coca-Cola, que nous connaissons bien aujourd'hui. Elle contient la formule qui a été vraiment copiée par John Pemberton en 1885. Incroyable, hein ? Oui. C'est vrai que Coca-Cola États-Unis refuse toujours là, même après cette révélation, de reconnaître qu'ils ne sont peut-être pas à l'origine de la formule. Formule qui est gardée secrète. Et on dit tout simplement que par rapport à ce premier Coca qui avait été créé par cette famille Mariani, donc, eh bien, il aurait enlevé l'alcool, mis de l'eau et du sucre, et son Coca-Cola est né. Mais il aurait copié toute une tradition d'une famille. Et ça, ce serait une révolution. Vous imaginez si la famille arrive à prouver qu'on leur a piqué la formule. Incroyable. Ils deviennent... ou pas.
Attendez, mais je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Il y a Philippe Labro, qu'on adore, qui s'est confié aux Parisiens. Philippe Labro, bien sûr animateur de L'Essentiel, est revenu sur la suppression de C8 par l'Arcom en déclarant « C'est la première fois dans une démocratie qu'on supprime une chaîne d'un seul coup et qu'on met au chômage 300 personnes. » Il est revenu aussi sur... Elle a abordé aussi un peu l'acharnement de l'Arcom. « J'ai été choqué. Cyril Hanouna avait payé ses amendes. Il a été taxé à un point extraordinaire. Il avait peut-être dépassé une ligne rouge. Mais cela valait-il qu'on supprime un média ?» Et il a dit aussi « N'est-ce tout simplement pas un geste politique. Je croise des regards inquiets dans les couloirs. Moi, j'ai fait ma vie, mais personne ne sait ce qui va se passer. » Philippe Labro, donc, voilà, qui dit des mots justes, hein, on va pas se mentir. Hein. Parfaitement pertinent. Il dit ce qu'il pense, et c'est exactement, je pense, que des millions de gens pensent. Voilà, il dit la stricte vérité, c'est bien. Après, voilà, bah oui, bien sûr, c'est sûr. On va parler d'une baleine à bosse qui sera actuellement dans la Seine. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, est-ce que Fabien Lecoeuf s'est baigné dans la Seine? Apparemment, il y a bien une baleine à bosse dans la Seine, regardez. Dans cette vidéo publiée il y a 3 jours par des spécialistes des mammifères marins, une baleine à bosse erre depuis plusieurs jours dans l'estuaire de la Seine. Une zone qui s'étend sur 170 km. Un phénomène de plus en plus fréquent. En mai 2022, une orque avait été retrouvée morte. Quelques mois plus tard, en août, un beluga avait été retrouvé dans la Seine. La préfecture de Seine-Maritime rappelle de ne pas tenter d'approcher l'animal pour sa sécurité. Alors, d'après les images, la baleine ne semble pas être blessée. Elle semble être nage juste normalement dans la Seine. Elle est tranquille. Je crois qu'elle attendait Anne Hidalgo. Regardez, on a une vidéo de la baleine qui est en train de nager. Regardez. Benaïm, regarde la baleine. Ouais. Benaïm, regarde la baleine. Ça peut vivre dans l'eau de mer, en eau douce et en eau salée. C'est pour ça et ça se nourrit comment? Il n'y a pas de plancton dans la Seine, c'est bizarre. Apparemment, elle doit manger des rats. Elle est quand même mal barrée, là. Vous pensez qu'elle mange des rats, vous? Non, je pense pas, plutôt du plancton, etc. Mais on essaye justement de savoir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on en voit si près, parce que normalement elles sont au large, est-ce qu'elles sont pas malades ou désorientées? Parce qu'elles risquent de perdre leur nourriture et puis de s'échouer et donc de mourir. Voilà. Il faudrait qu'elles s'écartent en fait. Merci. On va revenir là-dessus. Pas là-dessus. On va revenir dans l'émission dans un instant. Il y a Fabrice Divisio qui arrive. 3 Français sur 4 souhaitent durcir la politique migratoire. Êtes-vous d'accord? C'est la question qu'on vous pose ce soir. On se retrouve dans quelques minutes. Chérie, il est 20h22, on est en direct et il est arrivé. Quel bonheur. Juste avant, sachez que les astronautes de la NASA arriveront sur la Lune en Prada. Oui, ils vont être habillés en Prada c'est pas mal. Regardez la combinaison des astronautes. J'ai l'impression que Polska va vouloir une combi. Regardez. Ouais, c'est incroyable, voilà. Ouais. Et petite info aussi que je voulais vous donner ce soir. Vous avez vu que les célébrités feraient signer des contrats de consentement à leurs différents partenaires. Après, avec toutes les affaires qu'il y a. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une relation avec un garçon ou une fille, ils feraient signer un contrat. Même en France. Jean-Michel, vous connaissez ça? Non, mais je comprends parce qu'il y a tellement maintenant de procès après les relations où les filles disent j'ai été contrainte. Certainement que souvent c'est vrai, mais que parfois, comme avec Neymar, ça avait été pratiquement prouvé. Lui, il a installé une caméra. Enfin, il avait vu qu'il y avait une caméra, donc la fille voulait le faire chanter après. Donc je comprends. Moi, quand je discute avec une fille, quand je suis célibataire, avant de répondre, la première question que je pose, c'est quel âge as-tu? C'est la première question que je pose avant même de dire bonjour. C'est la question que tout le monde pose généralement. Non, parce que non. Moi, quand je vois une vie, quand tu vois quelqu'un, comment tu t'appelles, quel âge tu as? Oui, non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, la différence, c'est que lui nous dit ça comme si c'était un exploit. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas un exploit, Cyril. D'accord. C'est pas un exploit parce que sur la fiche des réseaux sociaux, il y a un âge, mais je veux qu'elle me certifie que c'est bien que l'âge est vrai. C'est pas un faux âge. Mais c'est les contrats, ça va trop loin. Les contrats, ça se fait déjà aux États-Unis, ça arrive en France. Et moi, je trouve ça sordide. C'est un tue-l'amour déjà. C'est un tue-l'amour parce que vous êtes avec une fille, vous êtes en train de vous séduire, tu sors un contrat. Moi, je me mets à la place de la fille. Elle va dire attends, tu te prends pour une folle, c'est-à-dire tu crois que je vais te piéger. Et à la place des mecs, notamment des footballeurs, puisqu'on parle de ça à partir de l'affaire Mbappé, je suis désolé, ils doivent être dans une paranoïa constante. Est-ce qu'on veut une relation avec moi pour du plaisir ou passer un bon moment ou pour me piéger et voler mon argent? C'est sordide. Mais tous les footballeurs te disent ça aujourd'hui. Ils sont obligés de passer par la case d'attestation. Ils sont obligés de savoir tu acceptes quelle pratique éventuellement, tu es d'accord pour ça ou pas pour ça, parce que sinon ils savent qu'ils vont au-devant éventuellement de problèmes. Oui, mais c'est sans fin, parce qu'après ça va être on m'a drogué pour signer le contrat. Tout ça est lamentable. Les footballeurs, et même vous, moi je n'ai pas demandé quel âge elle avait. Voilà, c'est ça. Tu veux vérifier si je suis périmée. Foncez direct. Qu'est-ce que vous êtes drôles les deux là, c'est incroyable. J'adore, je les maniche. Oui. Il n'est pas du tout sûr que ça ait une quelconque valeur juridique, parce que vous pouvez signer une décharge, une attestation
attestation à un moment et pendant l'acte ou quand vous voulez changer d'avis et ne plus accorder votre consentement. Donc à ce moment-là, votre attestation, elle ne sert à rien, quoi. Alors une réserve de post-it, hein. Pas mal, pas mal. Au fur et à mesure. Non, mais c'est pas. Aux États-Unis, c'est pas les beaucoup. Je suis en train de la perdre. Aux États-Unis, les chirurgiens, les avocats, ils font tous signer des décharges systématiquement, si j'ose dire. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que c'est une bonne chose par rapport à tout ce qui se passe avec Mbappé et compagnie. Donc, mais c'est vrai que comment, du coup, savoir si la personne est vraiment consentante, vu que jusqu'à la dernière minute, on peut dire non. Ah, bien sûr. Comment savoir, du coup? Ça. Enfin, ça sert à rien. Et maintenant, aux États-Unis, vous pouvez dire j'ai été consentant, mais en fait, non, après réflexion, j'étais pas consentante. Exactement. Ouais. Mais ça s'est Ça passé pose dans des beaucoup questions. d'affaires en France. Et la vérité, c'est que dans le cas des footballeurs, il y a beaucoup de soirées avec des footballeurs et des filles, et que dans les deux cas, les gens y vont pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que les filles y vont pour espérer avoir un peu de reconnaissance sociale ou profiter financièrement du footballeur, et les footballeurs profitent de leur notoriété et de leur argent pour avoir ces relations. Donc c'est ça le fond du problème en réalité. Est-ce que vous avez déjà eu, dites la vérité, un truc où vous êtes dit attention, danger? Jean-Michel Maire, qui est le plus actif sur les réseaux. Non, j'ai déjà été piégé. J'ai écrit à une fille que je ne connaissais pas. Mais maintenant, c'est toujours des relations épistolaires avant que ça se concrétise. J'écrivais à une fille qui habitait à Bordeaux, je ne sais plus exactement, ou à La Rochelle, je ne sais plus exactement. Pas à Royan, c'était pas toi, Isabelle. Et du coup, on s'écrivait. Daniel, c'est ton autre, c'est pas pareil. Quoi? Oui, Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-La Rochelle. C'est très c'est la 10. Je sais, mais où c'est la 10, c'est la 10. Ah bah, je me souviens plus, c'était il y a 5-6 ans. C'était sur la 10. Il a pris la 10 pour y aller. Sur la 10. Et on s'écrivait, elle m'écrivait, donc c'était pas un robot, c'était une vraie fille, qui n'était pas quelqu'un, un brouteur en Côte d'Ivoire, je sais pas quoi. Et c'était une vraie relation qui commence à se créer, mais en fait, je me suis rendu compte, après coup, qu'en fait, tout ça, c'était pour me piéger, pour que j'envoie des photos. Et après, elle a porté plainte, et c'est public. Non, Voici qui m'a appelé en disant, Jean-Michel, est-ce que c'est normal qu'on ait reçu une photo de toi dénudée à la rédaction? Et après, elle essayait de me faire chanter, et j'ai porté plainte, et ils ont essayé de la piéger, de la faire venir à l'endroit, ils ont essayé de me poser un traquenard. Elle n'est jamais venue parce qu'elle s'est méfiée, et voilà, mais elle m'a fait chanter pendant un paquet de temps. On a le droit de pas envoyer pas énormément, il fallait exiger 2500 €. Vous n'en avez pas parlé? J'en avais pas parlé, je crois que c'était les moments où je faisais pas l'émission, je crois. Mais vous pouvez m'en parler quand même. Hein. Oui, bon, ça s'est réglé. Mais à un moment, j'ai eu peur quand même. Oui. Après, c'est une bonne chose aussi de ne pas envoyer des nudes. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Il vaut mieux éviter ça parce que c'est quand même une... Après, Jean-Michel, je pense qu'ils s'en foutent totalement. C'est un moyen de pression quand même, malgré tout. Qui circulent de lui, je pense que Jean-Michel s'en fout. Oui, mais sauf qu'on a essayé de le faire chanter. Oui, bien sûr. Oui, mais il s'en foutait total. Il aurait pu. J'en reçois des nudes aussi de filles, donc voilà, ça marche dans les deux sens aussi. La dernière nude que j'ai reçue, c'était de Fabrice Divisio. Gilles, vous êtes déjà arrivé des trucs ou... Non, mais j'ai eu des... Non, je me méfie. Si j'étais célibataire, je me méfierais. Voilà. Vous? Moi, j'ai eu peur qu'on me fasse un enfant, enfin, d'avoir un enfant avec une fille avec qui je ne voulais pas avoir un enfant. Ça m'est jamais arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Après, moi, je me suis toujours bien comporté, je ne bois pas d'alcool, j'ai jamais dérapé. Mais c'est vrai que je me dis qu'avec du recul que... Alors, on peut dire aussi parfois il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il faut le dire, qui sont des porcs, qui sont violents, qui se comportent extrêmement mal. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis peut-être qu'une fille aurait pu me faire un enfant. Je sais qu'il y a une fille qui avait dit à une de ses amies ah bah je vais voir si je suis enceinte, ça se trouve si je suis enceinte, je pourrais lui prendre de l'argent. Mais ça montre aussi que moi j'étais une merde parce que je profitais de ma toute petite notoriété et de l'argent que j'avais pour faire des rencontres plus facilement, pour accéder à ces choses-là plus facilement. Et les filles en face n'étaient pas honnêtes non plus, en profitaient. Donc c'est un espèce de contrat implicite dégueulasse. Et aujourd'hui, je suis très content d'être sorti de ça. Voilà. Benaïm, je sais que vous avez eu des soucis vous aussi. Ah bon? À La Rochelle. Non, en fait, non. Ah bon. Et Isabelle, non, vous... Alors moi, moi à titre personnel non parce que les comportements riches je m'en fous. Je déteste les boîtes de nuit, je déteste et puis l'amour me fatigue. Et puis, mais en revanche, moi j'ai des copains qui ont eu des comportements à risque et des très grosses histoires. Oui, exactement le genre que tu dis, des enfants illégitimes qui se sont vus rappliquer, des extorsions de fonds de jeunes filles dont on voyait dès le départ, eux ils étaient tellement cons, ils étaient persuadés que c'était pour leur charme et leur intelligence et ils n'avaient pas votre pouvoir. Donc vraiment le mec il est con quoi, complètement. Et les filles en ont abusé jusqu'au trognon si j'ose dire. Au trognon, ouais quand même. Ah c'est beaucoup. Il reste plus grand-chose. Mais moi, je pense que les deux sont fautifs. Je pense que les hommes sont fautifs parce qu'ils profitent clairement de leur statut. Et les femmes aussi ont une part de responsabilité. Moi, je me rappelle, il y a une boîte de nuit à Paris où il y a beaucoup de footballeurs qui vont. Et il y a beaucoup de filles qui... C'est le Monac. M. Ouais, voilà, le Monac.
Et il y avait Neymar, on peut le dire, Neymar c'était un homme à femme, il avait beaucoup de relations. Et je parlais avec une fille qui avait des relations avec Neymar. Neymar a couché avec tout Paris, il faut le dire, hein, tout le monde le sait. Et la fille me disait non, mais moi vraiment, il m'aime vraiment pour ce que je suis, etc. Elle y croyait quoi. Bon voilà, lui il n'a pas à se comporter comme ça et à profiter, parce que c'est facile d'impressionner ces jeunes femmes. Après, il faut que ces jeunes femmes aient un peu de jugeote et comprennent que ces mecs-là sont là pour profiter justement. Mais vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous? Quoi? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous? Parce que la vraie question, elle est là, en fait. Un documentaire. Non, moi j'adore. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Bien sûr, moi j'aime les cocktails sans alcool, donc je suis allé boire quelques cocktails, mais j'ai rien fait. Vous y êtes allé combien de fois? Quelques fois. Mais moi j'ai pas le niveau des footballeurs, je jouais dans la ligue en dessous, moi. Franchement. Bah arrêtez, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous les connaissez ces lieux. Non, je passe devant en voiture. Pas en tant que client, mais vous savez, il y a des. Chez moi, donc forcément, je regarde. Vous savez qu'il y a des restaurants à Paris, il y a un restaurant italien notamment, où il y a plein de voilà. Et il y a ce genre de resto aussi à New York. Ils ont interdit les femmes seules de venir au bar parce qu'en fait, elles viennent juste pour se faire accoster par des footballeurs. C'est quand même un truc, voilà. Moi, je suis allé dans ce restaurant un jour. Je vous jure que c'est vrai, je suis allé dans ce restaurant un jour. Je rigole pas. Et c'est vrai. On est allé dîner, moi et Franck Gastambide. Et on a démarré. Et il y a deux jeunes filles qui sont bien sûr qu'on connaissait pas. Bien sûr. Et vous êtes des proies. Vous êtes des proies pour ces filles-là. Ouais, mais non, mais nous, on a juste mangé nos pâtes à l'arrabbiata, puis on est rentré à la maison. Hein. Après, attention, moi, je dénonce les viols à fond, et c'est pas parce que on monte dans une chambre d'hôtel avec un mec que ça autorise le mec à faire ce qu'il veut de la fille, pas du tout. Mais la démarche d'aller voir le mec, vous croyez qu'Mbappé, il aurait autant de nanas s'il était livreur de pizza? Bah non, oui, très clairement. Vous croyez vraiment? Oui, c'est quoi? Non, mais je dis pas que c'est moche, je dis pas que voilà, mais son haut statut social, sa fortune. Parce qu'en fait, beaucoup de filles font ça avec les footballeurs pour obtenir un statut social, une validation. J'ai couché avec Neymar, donc je vaux ça. Je suis sur ce marché et donc je prétends à ce niveau social. D'accord, mais n'essentialise pas les femmes. Bien sûr, ça c'est un petit peu. J'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit ces filles-là. Moi, je voulais faire copine avec nous, quoi. Tu vois, voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais je dis, attends, j'essentialise pas du tout toutes les femmes. Je dis qu'il y a une catégorie de femmes, ce sont clairement des michtos. On appelle ça les WAG et c'est très connu, c'est une catégorie de femmes. Les WAG, c'est les vraies femmes de footballeurs. Non, pas forcément. Et il y a les michtos, ce qu'on appelle les gold diggers, les gratteuses d'or en anglais. C'est une catégorie de femmes très connue. Et il y a aussi des hommes, encore une fois. Si elles vont gratter Fabien Lecub, elles vont mettre du temps. Voilà. Et les hommes sont aussi absolument nuls. Et moi, j'en ai fait partie de jouer à ce jeu-là. Les deux sont responsables pour moi. Et dans ces clubs et dans ces boîtes de nuit, comme par exemple à Stockholm, il y a aussi des femmes qui sont là, qu'on appelle et que les footeux appellent les vides bouteilles. Donc c'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça, qui sont de mèche avec les bars ou avec les boîtes de nuit, pour faire consommer les footballeurs aussi, pour leur faire acheter des bouteilles, des grosses bouteilles très chères. Et voilà, tout ça est extrêmement dégueulasse, un peu malsain et un peu mafieux. C'est qui les proies? C'est qui? C'est les footballeurs? Les rappeurs. Les footballeurs, les rappeurs. Vous avez ce qu'on appelle les promoteurs qui parlent avec pas mal de jolies filles qui les ramènent à des tables. Et dans certains restaurants, notamment en France, qui sont fréquentés par uniquement des stars, comment ça se passe? J'ai tel rappeur qui vient ce soir au resto, tu me ramènes 10 nanas, et les nanas, elles savent pourquoi elles viennent. C'est pas, elles viennent pas juste manger une burrata. C'est passé à Stockholm. Elles doivent terminer la soirée avec le rappeur. Donc tout ça est un. Non, il n'y a pas pour les livreurs. Il n'y a pas pour les livreurs, non. Et autrefois, c'était pour les vedettes de cinéma, et maintenant, effectivement, c'est vrai que les vedettes de cinéma aujourd'hui, c'est moins. Ça fait moins rêver. C'est les footballeurs et les rappeurs. Non, parce qu'en fait, c'est l'argent. Ah oui, c'est l'argent. C'est la F1, c'est les footballeurs. Exactement. En tête de nœud, si j'ose dire. C'est ça. Et certaines filles. Les rappeurs. Et les rappeurs, exactement. Il y a une fille sur les réseaux qui était folle amoureuse de vous et qui m'a proposé de coucher avec moi en échange de votre numéro de portable. Non. Et alors, vous l'avez fait? Elle vous a pas appelé? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai pas fait. Elle m'a dit, couchons ensemble parce que tu me plais aussi. Mais moi, mon but final, c'est Cyril, que je trouve merveilleux, fantastique, etc. Si on couche ensemble, tu me donnes le portable. C'est aussi. Ah, mais tout le monde a fait. J'ai dit, il a changé de numéro. Il a changé de numéro. C'est vrai que vous avez la Non, c'est pas vrai. Si, à peu près, je crois. J'ai eu une histoire comme ça où je me suis fait brancher sur Instagram où la nana elle me dit oui, si tu veux, mais je veux Cyril. À chaque fois c'est toujours je veux Cyril. Ou c'est comme les histoires où on me dit et les appartements, j'ai les appartements. Il n'est pas très clair. C'est pas pour dire. Les appartements, c'est pas moi. Les appartements, c'est Cyril. Mais c'est la même histoire que Jean-Mi. J'ai eu souvent des histoires comme ça. On comprend pas bien ce que tu veux dire. Non, t'es d'accord? Je voulais que je vous dise la vérité. On peut raconter une histoire qui est très dark. Non. Il assume pas. On était ensemble. Quand on est ensemble l'été, moi je ne sors jamais. Et lui, il sort un peu. Et à chaque fois qu'il a des gens au téléphone, je l'entends. Elle dit, mais il va venir Cyril? Oui, il va venir Cyril. Tous les étés, j'entends faire ça. Il va venir Cyril. Oui, il vient. Là, il est au paddle, mais après, voilà, il va prendre une douche et il va venir. À chaque fois, elle veut voir Cyril à chaque fois. Non, mais c'est parce que voilà. C'est marrant. C'est passionnant. Mais lui, il vient pas, il s'en fout, il vient pas. Et une fois, j'étais appelé, j'étais avec un pote, on va au restaurant, il y a une nana qui vient, la nana du pote.
Il me dit, elle va venir avec 9 filles. Là, t'es au restaurant, tu dis, il y a 9 filles qui vont venir. Il me dit, il y a 9 filles. On se retrouve à table, on était 10, il y avait 10 filles. Et sur les 10 filles, donc nous on était là, on faisait les coques avec mon pote, on était contents, on faisait les beaux, on était à une belle table et tout. Et les meufs, et Cyril, je dis, vous me faites chier. Visio, allez, faites un visio. Mais non, mais moi je dors, j'en ai rien à foutre, je viens pas. Et voilà, vous avez vu, vous avez fait votre visio, vous êtes content, il vient pas, il dort. Et nous, on va aller dans une autre boîte parce qu'en fait, non, mais vous allez pas partir là. Sans barrer, on s'est retrouvés tout seul. Vous avez usé de. Quoi Il s'est arrivé la même histoire que Jean-Michel Maire. Non, mais je pense que je connais celle dont Jean-Michel parle. C'est la même Possible. Ouais. Ah ouais? Bah oui, on a des ex en commun. Non mais c'est vrai. En tout cas, on sait moi je parle à l'époque où j'étais célibataire évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui ont été approchés par les mêmes filles. Tu le sais, Jean-Mi. Moi c'était il y a 3 mois, toi c'était. Non. Moi c'était il y a 2-3 ans. Attendez, parce que ça c'est intéressant. Quoi, il y a des filles qui vous approchent. Mais qui approche Jean-Michel, moi, Sacha Elbaz, voilà. Sacha Elbaz aussi. Bien sûr les gars, mais même l'indique de la rédaction. Bien sûr. Et bien sûr. Elles veulent quoi? Entre toi, Sacha et Jean-Mi, il n'y a aucun rapport. C'est quoi le rapport? C'est c'est d'une tristesse. Moi, je trouve ça. Et en même temps, nous, on est nuls parce que moi, parfois, je l'ai fait, parfois, je l'ai pas fait. Mais nous, on a profité de ça et elles veulent accéder à un truc. Elles courent après un truc qu'elles n'atteindront jamais parce qu'en fait, on est rien. Qu'est-ce qu'on apporte de plus? C'est l'objectif ou pas? Non, mais Cyril, c'est encore un niveau au-dessus. Mais c'est le Graal. Non, mais vous représentez. Non, mais vous représentez un fantasme de célébrité, de success story, d'inaccessibilité. Et en fait, les gens, vous n'êtes même pas un être humain, vous êtes Arrêtez de dire des conneries. Une intelligence artificielle. Il y a de la fascination. Mais moi, j'ai une copine que vous connaissez d'ailleurs, qui note le nombre de joueurs de l'équipe de France avec qui elle a couché. Elle est très fière de ça, elle le dit fièrement, et c'est une valeur ajoutée pour elle. Il faut qu'elle prenne la place de Didier Deschamps. Non, mais moi, je trouve ça d'une tristesse absolue, mais surtout pour ces femmes, parce que. Après, t'as pas à la juger si elle est heureuse comme ça. Bien sûr. Non, mais elle fait ce qu'elle veut, évidemment, et je juge en premier les hommes qui le font et qui en profitent. Et je trouve ça très triste que ces femmes se réduisent à de la marchandise. Moi, quand j'étais mannequin, les agences de mannequins, on nous scoutait pour aller dans des boîtes de nuit. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, après les concerts de chanteurs, de Prince et tout ça, on allait soit au Palace, soit au Queen, dans des boîtes de nuit. Et voilà, et en fait, on voulait qu'il y ait une sorte de belle clientèle pour des personnalités très connues. Alors, il y en avait qui passaient à l'acte, il y en avait qui passaient pas à l'acte, mais elles étaient pas elles étaient consentantes, on les forçait pas. Vous, Polska, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors justement, moi, quand j'étais célibataire, j'avais un groupe de copines qui, elles, c'était vraiment leur hobby, leur activité. C'était de se mettre fraîche et d'aller dans certains lieux et du coup d'attendre, de faire des petits clins d'œil, tout ça, surtout pour la Fashion Week. Et il y avait l'objectif c'était soit footballeur, soit rappeur, soit animateur, même un Guillaume Janton, ça passe. Ah ouais. En fin de soirée. Et j'ai même une anecdote. Un jour, du coup, les accompagner et l'objectif c'était de finir avec un footeux et en fait, au final, on a fini à la table de Grand Corps Malade. Bah, je l'adore, Grand Corps Malade. Oui. C'est mon frère. C'est bien. Ah ouais. Et il faut savoir que les footeux... C'est énorme, cette histoire. Ah ouais, fou. J'aime des vidéos. Moi, vous nous avez jamais vus, nous, en soirée. Non. Jamais, ouais. On sort. Polska s'est fait draguer par un gros rappeur international. Tu l'as dit. Bien sûr, oui. Par Central C. Ah oui. Et par des footballeurs. Il faut savoir aussi, que les footeux, souvent les plus riches, sont ceux qui payent le moins, parce que les filles attendent, au-delà de la reconnaissance sociale, de l'argent, et souvent les. Pas de l'argent, mais d'où de l'argent? Les footballeurs. Raconter, les footballeurs. Cyril. Raconte. Non, mais une fille qui se rapproche d'un footballeur de Ligue 1, vous croyez qu'elle veut quoi? Mais non, c'est pas. Non. Parce qu'elle attention, Guillaume, à la. Ouais, vous ne faut pas essentialiser. Je dis pas. C'est la vénalité des femmes. Parce que là, t'es encore en train de dire les femmes sont vénales. Bien sûr. Pas du tout, je parle. Mais pas du tout. Alors, dis une certaine mais même pas de cette catégorie de femmes. Moi, je peux vous dire un truc, moi. Moi, je vais vous dire ce qui se passe et qui me rend fou dans ce que dit Guillaume. Et c'est ça qui me rend fou. Et je vous le dis, ça me rend dingue. Et je trouve que, Guillaume, je t'adore. Mais là, je trouve que c'est incroyable ce que tu dis. Si un garçon fait ça, on dit c'est un beau gosse. Si une fille fait ça, on dit, c'est une fille, truc. Mais les mecs, les filles font ce qu'elles veulent et les garçons font ce qu'ils veulent. Je suis désolé. Moi, je déteste ce truc. Les filles peuvent pas faire ça, les garçons peuvent faire ça. Là, vous êtes vraiment à l'ancienne. Guillaume Janton, vous avez la coupe de Claude François, retournez à son époque. C'est bon. Vous vous enfoncez depuis le début, c'est insupportable. Les garçons maltraitent. La plupart des garçons maltraitent les femmes parce qu'ils veulent uniquement arriver à leur fin, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Et beaucoup de femmes, les femmes qui aiment le sexe, évidemment,
évidemment, elles ont le droit de le faire et c'est très bien qu'elles le fassent. Ne niez pas le fait qu'il y a peut-être une infime. Vous voulez que je vous dise, vous êtes un aigri. Un aigri des soirées. Donc les filles qui sont en soirée avec des footballeurs, c'est parce qu'elles ont envie. Vous êtes un aigri des soirées parce qu'elles sont avec des footballeurs et qu'elles sont pas avec vous. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais Guillaume a raison à 100%. Bien sûr que j'ai raison. Merci, vous êtes un aigri des soirées. Fabrice Divisio. On a 2 minutes. Parce qu'on était là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis sur ça, tiens. Vous devriez tous essayer la fidélité, c'est pas mal. Ah oui. Ah oui, alors, mais c'est ce qu'on fait. Vous devriez tous essayer. Vous savez, fidèle, là. C'est important ce que je dis. Viens, il nous fout dans la sauce. Mais en vous écoutant, moi, ce que je relève d'abord... Il vient tranquille avec un blouson en cuir, il nous fout dans la sauce, on n'a rien fait. Non, mais il est fou, ça. On parle des footballeurs. Mon avis, c'est que moi, j'en sais rien. Tout ça m'échappe un peu. Moi, j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Et donc, tout ça m'échappe un peu. C'est tout. Moi, j'ai rencontré le grand amour de ma vie à 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que je suis marié. Ça fait... Non, en même temps, t'es pas sollicité de ouf. Peut-être non, c'est trop mieux d'ailleurs. T'es pas Neymar, quoi. Non, pourtant je suis laid. Ah oui. Donc comme quoi, il y a encore un peu de marge. Alors, Fabrice, je suis désolé, parce qu'on n'aura même pas le temps de faire le débat. Mais non. Mais ça me fait plaisir de vous voir quand même. Eh bien. Et vous faites beaucoup draguer depuis que vous avez... On vous voit passer à la télé? Pas trop, non. Vous regardez pas, de son vous. Et moi, je vois personne. Vous savez, moi, encore une fois, hein, moi, j'ai le privilège, assez rare semble-t-il, d'être un homme comblé, profondément heureux, et le reste m'indiffère un peu. Et ça se voit qu'il est sain. C'est vrai, ça se voit qu'il est sain. Ça se voit qu'il est sain. Et les hommes... Ouais, c'est bon, il m'a saoulé. Allez, merci chérie. Il est 20h48, on est de retour. Et bien sûr, on est avec nos amis Big Glaoui, merci Fabien d'être avec nous. Et bien sûr, Michel Marie et Amaury Bucco. Rumeur autour de la retraite de Mylène Farmer, Fabien? Et oui, bien sûr, après ces concerts de la tournée Nevermore dans toute la France, au Stade de France surtout, elle a donné une interview à Paris Match qui est sortie aujourd'hui. Et la chanteuse confie travailler sur un nouvel album. Ce sera son 13e prochain album. Donc, elle va pas donc c'est des nouvelles. Alors, il y avait des rumeurs, parce que les fans faisaient courir des rumeurs. Quand un spectacle s'appelle Nevermore, jamais plus, on se dit, à mon avis, c'est les adieux, c'est le dernier concert, ils ne l'ont pas encore amené. Et finalement, son interview de ce matin a rassuré tous ses fans, évidemment. Vous imaginez. Et puis surtout qu'il y avait eu ce petit incident à la fin du concert, sur le dernier jour, souvenez-vous, ce mardi, il y avait le néon s'était éteint. Le Never s'était éteint, mais ils avaient laissé le mort. Donc ils ont pris ça comme un signe, finalement, les fans. Et donc là, maintenant, on a confirmation qu'elle devrait revenir d'ici 18 mois. Très bien. Transport d'armes, c'est quoi cette histoire sur Alain Delon? Non, alors il y a un journal qui a refait le parcours d'Alain Delon, notamment ses 3 premières années qu'il a passées à l'armée. Parce qu'il avait été... Alors ils sont allés... Le dossier militaire d'Alain Delon, entre 1953 et 1956... il a fait son service militaire, il est d'abord parti en Indochine, et tout son dossier militaire est à Pau actuellement. Toutes les archives sont à Pau. Alors, il a été engagé pour l'Indochine le 22 janvier 1953, à l'âge de 17 ans, après avoir obtenu un CAP de charcuterie, puisque je rappelle quand même que son beau-père, le deuxième mari de sa maman Edith, Monsieur Boulogne, lui, il avait une charcuterie à Bourg-la-Reine. Donc, et alors on s'aperçoit que sur son carnet militaire, on s'aperçoit surtout que sur son carnet militaire, il y a eu quand même beaucoup, il y a eu un vol de Jeep avec un engagement de 5 ans qui a été réduit à 3 ans. Il y avait des comportements, voilà. Donc c'était très compliqué parce que finalement, sur la totalité de son séjour à l'armée, sur les 3 ans, il a passé 9 mois en Indochine, 1 an au centre de formation et 1 an à Toulon. D'accord. Voilà, mais c'est intéressant de refaire le parcours comme ça. Pour les biographes, non mais pour les biographes des prochaines biographies d'Alain Delon, c'est intéressant. Nagui clash Michel Sardou. Oui, alors Nagui, puisque l'émission Taratata fêtera ses 40 ans à Bercy le 25 octobre prochain. Et donc, à cette occasion, le présentateur emblématique de son émission, évidemment, 40 ans déjà. Oui. Bon, alors, oui, allez. Et donc, on lui a demandé sur une émission sur France 5, est-ce que Michel Sardou sera invité? Il a dit non, il ne fait pas partie de mes invités. Michel Sardou, a-t-il dit à Nagui, ça me serait plus possible. Je l'ai reçu une fois. Et on ne s'est pas vraiment bien entendu, donc il ne fait pas partie de mes invités. D'accord. Bon, en disant qu'il a beaucoup de talent, c'est un grand artiste, machin, etc. Il a été franc. Moi, je suis fan de Michel Sardou. Bien sûr, comme des millions de Français. Michel Sardou, il vient ici quand il veut, c'est chez lui ici, je l'adore.
Gilles, c'est ça, hein, il n'aime pas Michel Sardou, Nagui. Absolument. Il y a un conflit visiblement entre eux. Il a reçu une fois. Je vous laisse vous rendormir. Il a reçu une fois. Et ça ne s'est pas bien passé, en tout cas pas comme souhaitait Nagui. On voulait qu'on parle d'une arnaque basée sur des autographes de Julien Lepers. Ah oui, ça c'est invraisemblable. Ça, c'est une nouvelle arnaque. C'est une arnaque à l'autographe. Alors c'est surtout dans le nord de la France ou dans l'ouest de la France. Le principe, c'est des personnes reçoivent une lettre accompagné d'un autographe d'une personnalité. En l'occurrence, c'est Julien Lepers qui est dans cette affaire. Ouais. Alors, il y est pour rien, à mon avis. Hein. Ah, bien sûr, bah oui, évidemment. Bah, c'est sûr. Et alors, Julien Lepers faire une arnaque aux autographes, non. C'est pas son style. Et alors, c'est une commission officielle d'attribution des prix, le courrier. Et on dit, voilà, vous avez gagné le premier prix. Merci de nous consulter. Alors, c'est un numéro payant, taxé en tout cas. Et puis, alors, si on met le doigt dans la machine, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on vous soutire de l'argent. Donc, alors, il y a eu plusieurs plaintes. C'est quoi l'histoire? On n'a rien compris. Gilles, tu connais l'histoire? En fait, oui. Ce sont des faux autographes et on vous dit si vous voulez obtenir quelque chose de plus ou une récompense, appelez ce numéro. Donc il y a deux possibilités après. Soit c'est un numéro surtaxé et vous ne le savez pas, soit vous appelez, vous tombez sur quelqu'un qui, là, pour vous envoyer un cadeau, va commencer à vous parler. Et c'est la même arnaque que les faux conseillers bancaires. Oui. Il va commencer à vous mettre en confiance. Comme vous avez reçu un autographe de Julien Lepers ou d'une célébrité, vous avez l'impression d'être vraiment dans la famille. Et là, il peut vous extorquer des coordonnées bancaires, d'autres choses, quoi. Voilà. Ça se développe beaucoup en ce moment. L'autographe vous met en confiance. Et la photo de Lepers. Donc on reçoit la photo de Lepers, tout de suite, ça met en confiance. La photo de Julien, je l'adore. Mais les gens populaires. Demain, ils peuvent mettre une photo d'Hanouna. Non. Alors, si vous recevez une photo de moi, sachez que c'est pas de moi, j'ai pas de photo. Donc, voilà. Je vous dis, comme ça, c'est clair. Non, c'est vrai. David Hallyday. Oui, alors David Hallyday, lui, il a été interviewé en début de semaine par Nathalie Lévy dans l'émission En Aparté. Et alors, il a parlé, bien sûr, parce que Nathalie Lévy lui a parlé de ses adieux de sa maman qui auront prochainement lieu. D'abord, du 8 au 10 novembre au Dôme de Paris, c'est-à-dire le Palais des Sports de Paris. Et puis après, ils ont dû prolonger le 24, 25 et 26 février. Là, ce sera au Palais des Congrès. Mais alors, justement, on lui a dit, mais alors, vous y croyez, en 2 mots, vous y croyez aux adieux de votre maman? Et lui, il dit, bon, je laisse faire la com, etc., tout ça, mais moi, j'y crois pas. Je pense pas que... Non, je suis pas certain qu'elle va vraiment partir. Parce qu'on sait bien, même à 80 ans, je pense que c'est une maladie, quand on fait ce métier. Une bonne maladie, d'ailleurs, une très bonne maladie. Donc, voilà, il n'y croyait pas. Alors, il laisse faire les choses, mais en tant qu'artiste lui-même, il n'est pas persuadé de ça. Merci. Michel Marie, sur l'affaire Philippine, le suspect refuse son extradition. Il est en Suisse et lui, il se permet encore de refuser des choses. Lui. Bah oui, et il a parfaitement le droit de le faire. Oui, alors déjà ça, oui, je sais, mais c'est bien de dire ça, mais il a parfaitement le droit de le faire. Je veux dire, c'est très compliqué d'entendre ça. Pour moi, il aurait le droit de rien faire. Il aurait juste le droit de fermer sa gueule. À ce moment, il faut changer les lois. Oui, bah oui. Là, pour moi, il doit avoir le choix de rien du tout. On n'est pas dans l'Union européenne. La Suisse est un État fédéral. Et à partir du moment où c'est un État fédéral, il y a des... Voilà. Michel Foire. Non, mais je ne parle pas de morale. Oui, mais demain, on passe un coup de fil. Je vous le dis, voilà, au placé, on passe un coup de fil à la Suisse. On dit, écoutez-moi, lui, je le veux demain en France. Vous allez voir s'il ne va pas venir demain en France. Non, mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il va peut-être revenir que dans un an. Le pire dans cette histoire, c'est que la police française avait la possibilité juridique de l'interpeller à Genève. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils craignaient d'avoir un problème, un petit vice de procédure. Ils étaient dans les clous pourtant et ils ont décidé de ne pas le faire. Pas sûr. Et du coup, ils ont fait comme ça. Et effectivement, il a été entendu par le procureur de Genève qui lui a dit « Est-ce que vous acceptez l'extradition » Il a dit « Non, je ne l'accepte pas ». C'est vrai que les geôles genevoises sont beaucoup plus confortables que les geôles françaises. Donc voilà. Mais bon, moi, ça, franchement, elle me rend fou cette affaire. In fine, on va l'avoir, il va revenir. Ça peut être dans un an, oui. Peut-être pas un an, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ça peut prendre 6 mois, un an, c'est inadmissible. Et c'est trop, bien sûr. Non, mais je vous dis pas le contraire. Mais un monstre pareil, moi je vous le dis, en France, ils doivent appeler la Suisse. Ils disent, je le veux demain matin. Là, et puis on va le mettre en France, on va le calmer. Voilà. Je ne vous dis pas le contraire. Moi, lui, il doit plus avoir le choix de rien du tout. Il doit juste avoir le choix de se taire, c'est tout. Voilà. Et de se faire et de se taire, c'est déjà bien qu'ils soient encore là. Donc vraiment, non, mais c'est vrai, c'est insupportable. C'était très bien ce qu'ils avaient fait la Suisse. C'est pas eux qui avaient arrêté Marco Mouli et ils l'avaient ramené en France. Oui, mais c'était très bien. Pourquoi ils le font pas pour lui? Marco Mouli, il y avait urgence, mais un OQTF. C'est là où je veux en venir. Marco Mouli, il y avait urgence, mais lui, là, il y a un meurtre. Un mec qui a tué un mec, il le laisse en Suisse. Il est tranquille, il est bien. Lui, il veut rester en Suisse. C'est là où je veux en venir. Ce monstre, parce que c'est un monstre. Voilà. On lui demande de faire moins de bruit dans le bus. Un clandestin sous OQTF poignarde un passager au tournevis.
Oui, Cyril, c'était lundi soir dans un flexibus en fait qui reliait Paris à Metz. Il était aux alentours de 22h30. Le bus à ce moment-là passe sur la commune de Brie-sur-Marne et vous avez l'un des passagers, c'est un Slovène en fait, touriste slovène d'une trentaine d'années qui était avec sa petite copine dans le bus et qui dit à 2 passagers extrêmement bruyants au fond du bus de faire moins de bruit. Les 2 passagers au fond du bus, au lieu de faire moins de bruit, prennent la mouche, veulent en découdre et se lèvent à ce moment-là pour se battre. Le touriste slovène se lève aussi, se prend plusieurs coups dans la figure de la part des 2 hommes en face, tombe sur un fauteuil à cause des coups, se fait dépouiller de son téléphone portable à ce moment-là. Et puis là, vous avez un des 2 hommes qui se rue sur lui avec un tournevis de 30 cm et qui lui dit « Je suis algérien, je vais te tuer, t'es mort, etc. » Alors évidemment, tout ça se passe dans un bus, hein. C'est quand même un endroit extrêmement confiné. Vous avez la petite amie qui est terrorisée, qui pense que son petit copain va se faire tuer. Et là, vous avez des passagers, heureusement, qui agissent, qui s'interposent courageusement. J'en ai eu un au téléphone, il s'appelle Karim, il a 55 ans, il est vigile depuis plus de 30 ans. Et heureusement, comme il travaille dans la sécurité, il a eu les bons réflexes. Il m'a dit, si j'étais pas intervenu, ça serait parti en meurtre, on serait tous au commissariat, il allait le planter, c'est sûr. Alors heureusement, le bus à ce moment-là s'est arrêté, la police est arrivée, elle a interpellé les 2 hommes. Avec eux, ils avaient un sac dans lequel on a trouvé un ordinateur portable qui avait été volé un peu plus tôt dans la soirée à Paris. Et sur leur profil, effectivement, ces 2 Algériens en situation irrégulière qui étaient sous QTF, ils étaient déjà connus de la police puisque le 5 octobre, ils avaient été pris en flagrant délit du vol d'un sac dans un restaurant sur un client, là encore. Et donc, ils ont comparu aujourd'hui, c'est ce que m'a dit le parquet de Créteil, et ils ont été condamnés à 6 et 7 mois d'emprisonnement avec sursis. Ah, donc rien. Ils n'ont pas été conduits en centre de rétention. Donc, effectivement, ce soir, ils sont libres. Donc, ils sont violents sous EQTF et ils sont libres. Donc, évidemment, le maire en fait, de la ville de Brie-sur-Marne, Charles Aslangu, est furieux. Il a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux. Bravo à lui. Et lui, il dénonce, si vous voulez, le manque de contrôle de l'État des frontières, puisque selon ses chiffres, depuis 2020, sa police municipale sur sa commune a interpellé plus de 80 personnes en situation irrégulière, principalement pour des cambriolages de pavillons, des vols roulottes, des refus d'obtempérer, des conduites sans permis. Et donc pour lui, évidemment, la situation est extrêmement alarmante. Incroyable. Liam Payne, star des One Direction, c'est un groupe extrêmement connu, est mort. Que s'est-il passé? Cette histoire est folle. Hein. Gilles Verdet. Oui, il a été retrouvé mort après une chute d'une quinzaine de mètres d'un balcon de son hôtel à Buenos Aires. Il avait seulement 31 ans. Alors effectivement, c'est une star... On va voir les images de sa chambre d'hôtel avant, c'est incroyable. Absolument. Alors voilà, avant cette chute, avant le drame, il avait dévasté sa chambre d'hôtel. Il était dans un état second, d'après le directeur de l'hôtel. Voilà, la chambre avait été dévastée, même peut-être 2 fois. Donc il a fait une chute et la dernière info qu'on vient d'avoir là, c'est que la police déjà est persuadée qu'il s'agit d'un suicide. Voilà. Exactement. Alors c'était quelqu'un qui était... extrêmement dépressif, qui avait des problèmes d'alcoolisme, de drogue. Mais la particularité, c'est que la veille, il avait publié une vidéo sur Snapchat avec sa petite copine, avec son ami, en disant on est heureux en vacances, on va bien, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? En nord de Paris, c'était 22h04. Il a chuté. Vous voyez, on a cette vidéo de la veille de sa mort. Et donc, les secours sont appelés 7 minutes après, mais c'est impossible de le ranimer. Et il est décédé sur place. Voilà. C'est une tragédie parce que c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Et il laisse derrière lui un fils de 7 ans qu'il a eu avec la chanteuse Cheryl Cole, qui est elle aussi émanation d'un girls band. Incroyable. Drame évité de justesse à Moribucco. Des jeunes tentent d'incendier un immeuble. Oui, alors encore une histoire de fou. C'était vendredi dernier dans l'Essonne, hier. Et en fait, vous avez la BAC qui surprend 2 jeunes qui sont dans les parties communes d'un immeuble, qui viennent de badigeonner toutes les portes palières d'essence et qui sont avec des tirs de mortier pour, a priori, mettre le feu à l'immeuble. Dans lequel, il faut quand même préciser, c'est un immeuble, en fait, c'est une ancienne maison qui est partagée en plusieurs appartements. Vous avez un salon de coiffure en bas, un cabinet d'avocat, et au dernier étage, vous avez un foyer, et vous avez une femme enceinte qui était... dans son appartement. Donc, on a vraiment évité le pire. Alors, 3 personnes à ce moment-là sont interpellées. Vous avez les 2 jeunes qui étaient dans l'immeuble en train de faire leurs bêtises et un 3e qui était dans une voiture en train de faire le guet et qui servait de chauffeur. Lui, finalement, a été relâché sans aucune poursuite. Et les 2 jeunes qui étaient dans l'immeuble ont été placés en garde à vue. Eux, ils ont 20 et 21 ans. Alors, il y en a un qui s'appelle Moni. Il a déjà 9 condamnations inscrites à son casier. La dernière, d'ailleurs, en novembre 2023, pour des faits similaires. À ce moment-là, il n'avait pas été envoyé en prison, il avait un aménagement de peine. Et en fait, il devait recevoir un bracelet électronique. Donc là, il était en état de récidive légale. Lui, il a été placé d'ailleurs en détention provisoire
en attente de son procès qui va avoir lieu en novembre. Et l'autre, qui s'appelle Pierre, lui, il avait déjà fait du vol et des faits liés aux stupéfiants. Et il a été placé sous contrôle judiciaire. Et le pire dans cette histoire, c'est la façon dont ils se sont justifiés auprès des policiers. D'abord, ils ont expliqué qu'ils étaient venus pour une histoire de dette et qu'ils voulaient se venger contre quelqu'un qui habite dans cet immeuble, sauf que personne dans cet immeuble ne les connaissait. Donc dans un second temps, ils ont expliqué qu'ils s'étaient trompés de logement, tout simplement. Donc si on récapitule, ils étaient sur le point d'incendier un immeuble avec une femme enceinte dedans qui aurait peut-être brûlé. Tout ça pour une erreur. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, puisque je me souviens qu'en juillet dernier, à Nice, vous aviez des jeunes qui avaient mis le feu à un immeuble sur fond de trafic de drogue, et vous aviez une famille, 7 personnes d'une même famille qui étaient mortes dans l'incendie. Incroyable. Hein. On va parler de cette affaire. Un enfant de 5 ans qui terrorise toute une école. Écoutez cette histoire folle. Oui. C'est incroyable. Ça se passe à Chaville. C'est une petite école tranquille avec 4 institutrices pour des enfants qui sont suivis, etc. Tout se passe bien. Et puis arrive l'année dernière cet enfant qui a été viré d'un premier établissement. Cet enfant, il a 5 ans, il a des difficultés de comportement. Et là, ça va devenir la terreur dans la classe. À tel point que sur les 4 institutrices, 3 sont en arrêt maladie. Mais ça, c'est pas le plus grave. Les parents voient le soir leurs enfants rentrer. Il y a une vingtaine d'enfants avec des plaies, des traces d'étranglement, des griffures, etc. Et il y a une enquête qui est ouverte et on s'aperçoit que cet enfant, il tabasse les autres enfants, les adultes, il les menace avec un couteau à la cantine, il les force à aller dans des endroits reculés. Il regarde les petites culottes des petites filles de la classe. En fait, il terrorise tout le monde. Il donne des coups de pied. Donc il y a 3 plaintes qui ont été portées. Pour le moment, personne ne peut juguler ça. On ne sait pas quoi faire de cet enfant de 5 ans. Il est absent pendant 1 mois. Mais ça ne résout rien parce que quand il va revenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, ce qui est intéressant, vous demandez, Géraldine, qu'est-ce que font les parents? Et justement, c'est la pièce manquante. Qu'est-ce que font les parents? On ne sait pas dans cette histoire ce que font. C'est fou, c'est incroyable. Le bénévole qui avait été agressé pour une cuillère est décédé. Oui, Robert, dit Chouchou, 79 ans. C'était le jour de la journée du patrimoine. Il y avait une altercation, ils étaient vendeurs bénévoles de friandises, de café, de gâteaux, de choses comme ça. Et avec un client, les choses se passent mal pour une histoire de cuillère. En fait, ce que vous nous aviez raconté. Voilà, je vous l'avais raconté. Et une altercation éclate entre ce client et la femme de Robert. Robert vient à la rescousse de son épouse qui est en difficulté. Il se fait tabasser. Il avait 79 ans. Il a fait 3 semaines à l'hôpital de Melun et il est décédé vendredi. Voilà, malheureusement, on pense fort à sa femme, bien entendu, et c'est encore une histoire franchement incroyable. Pour une cuillère. Téléphone, circonstances de la mort, lieu du drame, les questions après la découverte du corps de Lina, c'était hier. Hein. Oui, alors on a retrouvé le corps de cette malheureuse gamine de 15 ans hier dans la Nièvre, à côté de Magny, le circuit de Magny-Cours. C'est à Sermoise-sur-Loire, très exactement. Et en fait, les gendarmes, depuis le départ, refaisaient tous les points GPS du véhicule volé, la fameuse Ford Puma. Et il y avait ce point, ils l'avaient géolocalisé le lendemain de la disparition, donc le 24 septembre 2023. Et là, ils ont fait des fouilles approfondies et ils ont retrouvé le corps immergé dans la rivière. Ils ont en urgence fait faire des analyses ADN pour s'assurer que c'était bien de cette jeune fille dont il s'agissait. Les retours d'ADN sont match en réalité, donc on n'a aucun doute sur l'identité du corps que l'on a retrouvé dans cette rivière. Après, il y a, évidemment, une autopsie va avoir lieu parce qu'il y a quand même encore plein de questions qui se posent. C'est la date de la mort, parce que ça, on n'en sait fichtre rien. Les causes de la mort, de quoi est-elle morte? Est-ce qu'elle a été noyée? Est-ce qu'elle a été étranglée? Est-ce qu'elle a été poignardée? Ça, on n'en sait rien non plus. Ce qu'elle a subi, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une atteinte physique à son endroit. On sait qu'elle a été attachée, puisqu'on retrouve des cordes qui supportaient son ADN dans le coffre de la voiture volée. Et on cherche évidemment un éventuel complice, même si les crimes sexuels sont généralement des crimes de solitaire,
parce qu'on se posait quand même la question depuis longtemps de savoir pourquoi on retrouve son ADN sur le siège arrière, sur la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule. Ça voudrait dire que la place passager avant était occupée par qui, point d'interrogation. Donc voilà, il reste plein de questions. L'autopsie, j'espère, permettra d'apporter des réponses à tout ça. Une nouvelle tentative de viol dans le bois de Boulogne. C'est incroyable. Encore une autre. Exactement. On a reçu récemment une jeune femme qui est venue témoigner de cette tentative de viol dans le bois de Boulogne. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. Là, c'est une joggeuse de 19 ans qui a échappé miraculeusement au pire. Alors, en fait, elle fait son jogging et puis elle voit un homme qui arrive et qui commence à l'agresser. Il la saisit par le col et il la plaque contre un arbre. À ce moment-là, il se montre très violent. Il baisse son short, il lui arrache ses sous-vêtements. Et miraculeusement, elle réussit à s'en sortir, si je puis dire, parce qu'elle lui donne un coup de pied dans le ventre. Donc, il prend la fuite, elle va porter plainte à Neuilly, mais ça fait quand même énormément de faits divers de ce type dans le bois de Boulogne. Ne parlons même pas de la mort de Philippine. Le suspect entre 40 et 50 ans, il est recherché. Oui, et non, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a affaire à un serial voleur dans le bois de Boulogne? Est-ce que ce serait le même homme que la précédente victime? J'ai échangé avec la précédente victime, Jeanne, qu'on avait reçue sur le plateau. Et en fait, c'est pas le même descriptif. Elle, c'était plutôt un jeune homme de 20 ans d'origine africaine. Là, on est plutôt sur un homme, effectivement, de 40-50 ans, qui a de la barbe et qui est d'origine plutôt nord-africaine. Un sénateur PS se réjouit de la décision de l'Arcom, Gilles Verdez, c'est Adel Ziane. Absolument. Alors ça, on parlait tout à l'heure des sénateurs qui nous défendent, qui défendent l'émission. Lui, il s'en réjouit. Alors il faut savoir que c'est une proposition de loi de gauche, tout ça, au Sénat en ce moment. Et lui, carrément, il dit finalement que c'est une bonne chose, etc. Donc c'est à l'encontre des autres sénateurs républicains indépendants. Et lui, il se montre extrêmement agressif. Adel Ziane, je ne le connaissais pas. Comment, moi non plus, mais là, il devient tristement célèbre. Comment peut-on soutenir cette idée et comment la gauche peut-elle proposer au Sénat un projet de loi légitimant en quelque sorte cette décision absurde de l'Arcom? Voilà, ça pose beaucoup de questions. Ah bah oui, ça je vous confirme. On va revenir maintenant à 21h08 maintenant sur encore de nouvelles révélations sur Kylian Mbappé, la soirée, la réaction du joueur et où on en est en Suède, ce qui se dit, etc. Gilles Verdez, c'est vous qui vous y collez. Oui. Alors déjà, sur le déroulement de la soirée, on sait maintenant pourquoi Mbappé est parti à Stockholm en Suède. C'est son ex-coéquipier et ami qui joue avec lui au PSG, Nordi Mukiele, qui a organisé la soirée. Donc en fait, pour cette soirée, il a utilisé les services d'un concierge de luxe. Il se prénomme Marco. Donc il a une société, MP Hospitality, et il organise, contre rémunération, des prestations comme celle-là, en garantissant, vous pouvez venir, j'ai un hôtel sécurisé avec des suites immenses de 200 mètres carrés au 8e étage, j'ai une boîte de nuit qui sera privatisée totalement. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir passer 2 nuits à Stockholm, j'organise tout et je ferai venir 10 jeunes femmes. Voilà, il leur demandait d'avoir fière allure. Ça, c'était dans les recommandations que ce Marco demandait aux jeunes femmes. Voilà. Pour la plupart, c'était des top modèles. Donc, voilà, il avait réservé donc 2 nuits. Ça, c'est l'origine de la soirée. Ensuite, sur ce qui... Lui, c'est un ancien mannequin d'une trentaine d'années qui s'est reconverti en organisateur de soirée. Oui, c'est les fameux promoteurs dont on parlait tout à l'heure, qui en font leur métier et qui réussissent à attirer les footballeurs, les très grands footballeurs. Qui demandent simplement aux jeunes femmes d'avoir fière allure et une belle personnalité. Voilà. Et en fait, il leur promet l'impunité, la tranquillité, hôtel sécurisé et boîte de nuit très discrète, très privatisée. Et on a appris donc que Stockholm était le nouvel endroit pour ces soirées privatisées pour stars. Et en particulier pour les joueurs de Bundesliga. Oui, d'accord. Ils vont tous là-bas. Où joue effectivement Mukiele, puisqu'il joue maintenant en Allemagne à Leverkusen. Voilà, exactement. Bon, là, jusque-là, rien de grave. Jusque-là, rien de grave. Absolument. Oui. La soirée est organisée. Ensuite, sur le déroulement de la soirée, il y a maintenant, sont apparues des révélations autour de Mbappé. Alors, je précise, avant de les donner, que... C'est lors de la deuxième soirée. La deuxième soirée, voilà. Oui. Je précise que la justice suédoise n'a toujours pas cité son nom dans la plainte. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il le citeront jamais. Oui, dites-nous. Voilà. Mais il y a des révélations. Oui. Alors, il y a des révélations. En fait, lors de la deuxième soirée, visiblement, il rencontre une jeune femme et cette jeune femme le suit à l'hôtel. Voilà. Cette jeune femme, elle échange avec Mbappé, ça c'est très important, notamment pour sa défense si ça devait aller plus loin. Elle échange avec lui des SMS. Des SMS qu'elle écrit disant qu'elle est consentante pour la relation. Et il y aura des SMS après la relation intime. Des SMS qui,
apprend-on, sont plutôt positifs, ludiques. Il n'y a pas, de la part de cette jeune femme, de contestation, d'agressivité contre Mbappé. Après, avant et après. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, Cyril, c'est est-ce que cette jeune femme-là est la plaignante ? Ça, ce n'est pas établi. Est-ce que c'est cette jeune femme ou est-ce qu'il y aurait une autre jeune femme avec laquelle il n'y aurait pas eu échange d'SMS? Apparemment, il aurait eu une relation avec cette jeune femme, mais pas que. C'est ce que, a priori. C'est ça, c'est la possibilité. C'est-à-dire, oui, il y aura... dites les choses. C'est qu'il ait eu potentiellement soit une relation sexuelle avec d'autres femmes, soit on parle de gestes déplacés ou de harcèlement sexuel. C'est l'autre possibilité. C'est-à-dire que rien ne prouve que la plaignante est la femme avec qui Mbappé a eu cette relation consentie des deux côtés. A priori non, puisque les SMS montrent le... Voilà, les SMS le montrent, mais on parle d'autres femmes. Il y avait beaucoup de femmes dans cette soirée et on commence à parler dans la presse suédoise et même dans le Parisien aujourd'hui de gestes ambigus potentiels, de harcèlement sexuel potentiel et c'est peut-être ça qui poserait problème dans le dossier de la plainte. Sauf que Cyril, on en parlait avec Géraldine, il y a un problème en Suède, c'est tout ce qui tourne autour de la nouvelle loi depuis 2018 sur le consentement. D'accord. En Suède, le consentement doit être clairement exprimé de manière verbale ou physique. Donc c'est pas parce que vous échangez des SMS où vous dites ça s'est bien passé, etc., qu'il ne peut pas y avoir un problème lié au consentement. Donc peut-être que Kylian Mbappé ne voit même pas le mal dans ce qu'il a fait aussi. Exactement. C'est pour ça que ces échanges de messages... c'est pour ça qu'il a l'air très, très tranquille avec cette affaire. Consolide sa version. J'ai rien fait, voilà. Absolument. Il continue à s'entraîner, etc. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument savoir si c'est la même jeune femme ou pas. Ça, ce sera très important. Alors, ce qu'on a appris aussi, Cyril, c'est que dans l'entourage de Mbappé, ses avocats ont parlé de cordon sanitaire autour de lui. Il est dans une bulle, il est très protégé. C'est impossible qu'il ait pu agresser une jeune femme, etc. On a appris que son garde du corps, puisqu'il était avec un garde du corps, n'est pas son garde du corps habituel. Alors, en 2022 déjà, Mbappé a viré son garde du corps précédent parce que ce garde du corps exerçait sur lui de manière trop rigide, le contraignait, le surveillait trop. Mais là, c'est même pas son garde du corps habituel, c'est le garde du corps de son frère, Ethan. Son garde du corps à lui était en repos, en vacances. Donc, est-ce qu'il y a eu une faille dans le fameux cordon sanitaire? Est-ce qu'il a été aussi surveillé que d'habitude? Voilà, c'est des interrogations qui vont subsister plus tard. La thèse du cordon sanitaire strict autour de lui vole un tout petit peu en éclats, mais ça ne veut absolument rien dire qu'il y a une quelconque culpabilité, Cyril. Mais oui. Et la presse suédoise aussi, qui on le dit, n'y va pas de main morte sur cette affaire, se pose des questions sur la communication de Kylian Mbappé, puisque souvenez-vous, dès le premier jour où il était à peine cité dans le dossier, c'est vrai qu'il a tweeté tout de suite fake news. Il s'interroge aussi sur le fait d'avoir invité son avocate sur le 20h de TF1 dès le lendemain. Ils disent que c'est une communication un peu suspicieuse, c'est ce qu'ils se disent dans la presse suédoise en tout cas. C'est ça, il voulait, et puis il y a eu aussi pour le PSG, il a dit que c'était le PSG qui avait... c'est une théorie du complot. En gros, c'est une théorie du complot selon laquelle le PSG aurait fomenté de s'excuser auprès du PSG parce qu'il voit bien que ça n'a rien à voir avec ça. Sa défense est très là-dessus, puisque sa défense dit qu'il y a une fuite, il est pisté à Stockholm. Par qui? Quand il y a à minuit et demi la photo faite par le paparazzi, sa défense dit il est pisté. Sa défense dit c'est très étonnant que cette plainte en Suède, alors qu'en Suède il y a le secret de l'instruction, soit médiatisée en temps réel en Suède. Donc c'est la thèse du complot organisé par la défense. Voilà, ça c'est une stratégie délibérée pour affaiblir les accusations. Oui, mais voilà. Est-ce qu'on pour l'instant cette histoire du PSG, on n'y croit pas du tout? Non, sur le PSG, non, très franchement. Oui, Jean-Michel. Oui, moi je suis sorti avec une hôtesse de l'air pendant 2 ans et c'était une notoriété commune qu'à l'embarquement, quand une hôtesse de l'air voit une personnalité connue embarquée avec une jeune fille qui visiblement n'est pas sa femme, immédiatement, pour se faire un petit billet, ils appellent dans le pays de destination un paparazzi. Ils prennent, elle me disait 500 € à l'époque, 500 € en échange de renseignements. Et du coup, quand la star arrive à destination, il y a déjà un paparazzi qui l'attend. Ça n'a rien à voir avec le PSG, un complot. Oui, dernière chose. Oui, dernière chose, là, j'ai écouté attentivement la version de Guillaume. Oui, on parle de viol, là, c'est pas une agression sexuelle, c'est pas des harcèlements, c'est